Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. On a un peu tardé, je suis Jarod, il est Rolly. On va parler de l'UFC 295, on va faire l'épisode On en discute, où on va faire un débrief de cette UFC qui s'est passé au Madison Square Garden le 11 novembre dernier, donc le week-end dernier. Je le disais, on a un peu tardé à faire cet épisode pour une raison simple, c'est que je ne retrouvais pas les combats, dans le sens où sur mon IPTV, ils n'étaient pas encore sortis. Sur l'UFC Fight Pass, pour s'assurer qu'on paye les pay-per-view, ils les mettent très tard sur l'UFC Fight Pass, donc ils n'étaient toujours pas sortis. Donc on a dû faire un micmac pour que je puisse revoir les combats. Et pouvoir les analyser, puisque nous, notre idée, c'est de ne pas faire des analyses à chaud, mais de décortiquer un petit peu quand même les combats. Donc, il faut avoir de quoi s'inspirer, enfin, quelque chose sur quoi s'appuyer. C'est fait, donc c'était tard, mais mieux vaut tard que jamais. Exactement. Donc, on va reprendre comme d'habitude toute la main card. UFC très rapide, hein, on va pas se mentir, peut-être une des main cards les plus rapides de toute l'histoire de l'UFC. Honnêtement, ça a été là, si tu pariais sur le fait de te lever à 6h30 du matin pour voir tes combats, c'était un mauvais choix parce qu'à 6h30, c'était déjà fini, quoi. Que des finishes. Que des finishes, exactement. Donc maximum deuxième round en plus de ça. Donc, on va commencer avec le premier combat de cette main card, Diego Lopez versus Pat Sabatini. Donc, c'était dans la catégorie des poids plumes. Combat très court, déjà pour commencer. Diego Lopez, qui est un combattant que j'apprécie beaucoup de par ses différentes sorties. On voit que c'est un combattant qui a à la fois la foudre dans les poings et qui a un niveau au sol qui est très bon. Et pour ne rien laisser de côté, il a aussi un bon niveau de lutte. De quoi? Je croyais que tu allais parler de ses coups. Il a un style extraordinaire. Ah non, mais franchement, non, mais c'est vrai. Ah non, mais c'est le kéké dans toute sa splendeur. Entre son tatouage sur le torse, qui a été repris d'ailleurs par, c'était qui? Attends, qui interviewait à la fin? C'était Joe Rogan? Alors, je sais même plus, j'ai pas fait attention. Oui, non, si je me trompe pas, c'est Joe Rogan qui a lu son tatouage en live, tu sais, il faut croire en tes rêves ou je sais pas quoi, Believe in your dream, plus la coupe mulet, enfin, tu vois, il aurait pu faire de la télé-réalité, celui-là. Génial. Effectivement. Mais au-delà de ça, c'est quand même un combattant avec beaucoup de talent, qui vient du sol à la base du jiu-jitsu brésilien, puisque il l'a dit, hein, ses coachs ont réussi à faire d'un mec du jiu-jitsu brésilien quelqu'un de complet dans le MMA avec une belle boxe. Donc, un combat où Diego Lopez est plus grand que son adversaire, ça a beaucoup joué en fait dans ce combat-là. Diego Lopez cadre sans se précipiter. Ça, c'est bien parce qu'il montre déjà qu'il a une certaine déjà maturité dans sa manière de combattre, même si c'est pas un combattant avec énormément de combats. Il sait que Sabatini est dangereux. Et il est dangereux. On sent on le voit hein, dès le début du combat, quand il envoie son droite gauche droite qui sonne Lopez. J'ai eu peur directement quand j'ai vu Il est favori, Sabatini. Hein. Bien sûr, beaucoup plus d'expérience et aussi un finisseur, que ce soit au sol ou que ce soit debout. Donc effectivement, je vois ce droite gauche droite, tu vois qui commence à danser la salsa, tu vois. C'était vraiment ça. Et tu te dis il y a une carte à jouer justement pour Lopez, pour Sabatini, pardon. Mais Sabatini en fait n'insiste pas en fait sur son anglaise. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui m'a fait bizarre, c'est que il trouve cette solution là et pourtant il ne continue pas. Dans le sens où il s'est mis en fait plus à casser la distance en envoyant des kicks un peu à la va comme je te pousse, tu sais, des espèces de coups de pied sautés, des fronts sautés, des middle sautés. Enfin, tu sais, il essaie de casser la distance avec ses jambes. Et ça, pour le coup, c'était très bien géré par Lopez, qui venait accompagner les frappes avec sa main la plupart du temps et conservait sa distance. Donc, il y avait peu de réussite en fait avec ces kicks-là. Lopez, lui, il s'est mis au bout d'un moment à vouloir enclencher la marche avant. Il est rentré sur un uppercut parce qu'il avait conscience que c'est ça que Sabatini allait descendre dans les jambes. Et Sabatini, très intelligemment, descend plus bas,
prend le plonge dans les jambes sur Lopez, il fait une tentative de double leg, sauf que Sabatini en fait vient tout de suite s'effacer, prendre de la distance, mettre sa tête contre la tête de son front contre la tête de Sabatini pour pouvoir Lopez, il fait ça en Lopez. défense. Ouais, pour pouvoir justement garder de la distance et revenir à distance de frappe, où il commence à lancer ses genoux, il commence à envoyer des crochets. T'as Sabatini aussi qui commence à frapper, mais tu sens que Lopez, quand il touche sur son crochet, il est plus dangereux et il touche sur une droite. C'est par-dessus qui touche au menton, qui oblige Sabatini à re-shooter une deuxième fois. C'est ça. Et là, Sabatini. Mais il shoot bien. Hein. En fait, les deux shoots qu'il fait, ils sont corrects. Hein. Ils rentrent vraiment bien. Mais tu sens que Lopez, il est au-dessus, en fait. Bah, il a une meilleure défense. Enfin, il a une très bonne défense. C'est-à-dire, entre la première fois, en fait, il y a deux défenses différentes. La première, il s'efface. Donc, il prend de la distance, il pousse, il met sa tête en opposition, comme on disait. Mais très facilement, en plus. Oui, très facilement. La deuxième, il change de stratégie, c'est-à-dire qu'il va venir encercler les deux bras, mais c'est normal aussi parce qu'il était un peu plus haut, pas la même. justement, Sabatini. Il vient encercler les deux bras de Sabatini pour les resserrer l'un contre l'autre, donc ça c'est une défense classique, pour ensuite, hop, un petit décalage pour basculer Sabatini qui tombe directement avec Lopez qui le suit. Sabatini, on l'a dit, a de l'expérience. Il n'accepte pas de se faire prendre en position, donc il arrive à se relever. Et en fait, quand il se relève, là, c'est là où tu as l'uppercut crochet de Lopez qui cogne, qui connecte. En fait, c'est surtout le crochet en fait qui connecte. Et tu vois clairement. En fait, c'est le même qui prend 2 secondes avant sur la première amenée au sol. Sur la première tentative, c'est exactement le même qui prend au même endroit par-dessus la garde. Ouais. Il n'avait pas les mains hyper hautes. De toute façon, on sait que les ruptures de contact, c'est souvent dangereux. Donc, mais c'est surtout qu'il est plus petit en plus. Ouais, et ça vient de haut. Donc, en redescendant, il le cueille. Après, il chancelle et puis il se fait finir. Hein. Il se fait poursuivre, il tombe près de la cage, ground and pound. Enfin. Mais tu te rends compte en fait quand même que c'est ce crochet-là qui le met véritablement KO parce que bon déjà tu vois que il y a un changement d'attitude, enfin tu sais vraiment, tu sens qu'il est déconnecté, mais quand il le poursuit, en fait tu te rends compte que ses frappes suivantes ne touchent pas. Tu vois, quand il envoie sa série de directs, en fait, elle ne touche pas. Donc, c'est même pas un direct supplémentaire qui le met KO. En fait, c'est ce KO qui vient un peu sur le long terme, tu sais. C'est-à-dire, il le prend, il est déconnecté, il est déséquilibré, il continue à être déséquilibré par le fait que Lopez casse la distance et essaye de le frapper, mais ça touche pas. Et effectivement, quand il touche le sol, il est déjà KO. Ouais, il est déjà KO. Bon. Après, il prend la foudre. Ce qui est marrant, c'est qu'il s'est mis en position de menotte d'Agestanaise, mais sans la menotte d'Agestanaise. Ça t'a pas fait ça? Je te jure que c'est vrai. Son bras, il est tombé derrière lui. Tu sais, au début, je me suis dit, il a pris la menotte, mais en fait, non, c'est juste que son bras, il était tombé derrière. Il s'est menotté tout seul. Il s'est menotté tout seul. Et donc, l'arbitre arrête sur ce grand end-pound. KO premier round, très rapide de Lopez. Une nouvelle victoire. Il montre qu'il va falloir compter sur lui dans cette catégorie-là. Franchement, c'est plaisant à voir, en tout cas. Ouais. Lui, on l'avait découvert contre Movsar, Evloev. Ouais. En short notice, il avait fait un combat de fou. D'ailleurs, on avait fait la vidéo de breakdown. Ouais, le breakdown. Oui, vous pouvez le voir. Pas de breakdance. Hein, ne vous attendez pas à ce qu'on danse sur la chaîne. Hein. Non, on avait décortiqué en fait 2 phases de sol de ce combat contre Evloev avec les défenses justement d'Evloev sur ce combat. Et donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais ça vous intéresse. Mais effectivement, c'est un combattant. C'est un combattant qui est plaisant à voir. Je veux suivre. Quelque chose. Ouais. Je veux le suivre moi en tout cas. Je sais que quand j'ai vu qu'il était sur la carte, là où normalement j'aurais pu très bien ne pas regarder tout de suite la carte complète et puis faire un update par la suite, là je voulais voir ce combat-là directement. Et on voit que le fait que l'UFC lui donne l'ouverture de cette main card sur un UFC aussi important que celui-ci, ça veut dire que l'UFC aussi parie sur lui. Ouais, clairement. Donc voilà. Un deuxième combattant vers qui l'UFC se tourne et qui parie sur justement lui, c'est Benoît Saint-Denis qui a fait le combat suivant avec Matt Frevola versus donc Benoît Saint-Denis dans la catégorie cette fois-ci des poids légers.
Donc Benoît Saint-Denis, notre Français, ça c'était un combat qu'on ne voulait pas rater. Honnêtement, c'était, on l'a dit, notre event. Hein. Non, j'irai pas jusque là. Ah, moi je l'attendais autant que les 2 combats suivants. Non, mais je l'attendais autant que les deux combats suivants, mais c'était pas mon main event. Enfin, dans le sens où je voulais le voir parce qu'effectivement, c'est un Français qu'on aime voir combattre aussi pour les mêmes raisons, par exemple, qu'un Diego Lopez, même un petit peu plus, parce qu'encore un peu plus extraordinaire, impressionnant que Diego Lopez. Mais l'implication, comme on avait dit, ne serait-ce que du combat, du co-main event, tu sais, chez les lourds, tu sais, il y a une trajectoire qui se dessine dans la catégorie avec ce combat-là. Donc sportivement, j'avais plus d'attentes pour le co-main, même plus que le co-main event de cette UFC. Le co-main, ouais. Oui, c'est vrai que je préfère le co-main que le main, en tout cas. Oui. Donc voilà. Mais bon, restons sur ce combat-là. Donc Benoît Saint-Denis, on rappelle que c'est 3 combats en 5 mois. Donc 3 cuttings, c'est ça. On savait on avait dit qu'il fallait qu'il fasse attention parce que rentrer à la bagarre avec Ahmad Frevola, c'était quelque chose de dangereux. Et ben, on peut déjà dire dans un premier temps que BSD, il a été dans la mesure. Ça, s'il y a bien un truc, c'est qu'il a prouvé qu'il était capable de ne pas rentrer justement à la bagarre et quand le risque était trop grand, en fait, tout simplement. Oui, clairement. De toute façon, on l'a senti dès le début. Il a pris la mesure, et il restait à distance, il cadrait. C'était intelligent. Il a fait ce qu'il fallait faire. Oui, il a fait ce qu'il fallait faire. Dès le début, il assène en fait ce qui est devenu aujourd'hui son coup signature, c'est-à-dire sa jambe arrière, où il vient tout de suite varier les hauteurs, puisqu'il envoie à la fois le kick intérieur cuisse, middle kick, high kick directement. Enfin, tu sais, tu sens qu'il varie, il masque en fait, il masque ses attaques avec cette variété de frappe, même si ça vient toujours de cette jambe arrière. Mais ce qui lui permet en fait d'envoyer pleine bourre parce qu'il ne risque pas de se faire saisir. Et s'il se fait saisir, de toute façon, au sol, il est très confiant. Et en plus de ça, il sait qu'il est très puissant et qu'il a la capacité de briser déjà le physique et le mental de ses adversaires avec cette attaque. J'ai quand même un peu peur qu'un jour ça finisse par péter. Je le dis, je le souhaite pas, mais j'ai quand même toujours un peu peur parce que on sent des fois, je sais pas si ça te fait la même chose. Si. Je parle pas de quand il a pris le tibia à la fin, on en reparlera tout à l'heure, mais quand il envoie, tu sens que sa jambe, quand elle repart, tu sens comme s'il sentait une douleur. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. J'ai exactement le même ressenti. En fait, quand il repose son pied, tu vois, quand il tape et qu'il repose son pied, j'ai l'impression il vérifie au sol s'il n'est pas blessé. Je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, quand il reprend son appui, c'est ça. Il fait un petit mouvement de cheville pour voir si, ok, c'est bon, ça tient. C'est ça, exactement ça. Et je pense, moi, enfin, je te dis, suite au combat qu'il avait fait donc là contre Thiago Moises, où il avait pris ce fameux coude, on voit dans la vidéo justement avec de RMC où tu sais le kiné a une grande part, où il soigne un peu sa blessure, il a mal au pied, à la cheville et tout ça. Tu sais, tu sens que il y a un gros travail qui se fait à ce niveau-là. Tu sens que quand même c'est dans sa tête. Tu vois. Ouais, non, clairement, j'avais peur de ça par rapport au cutting en plus, parce qu'on sait que les cuttings répétés, ça favorise ce type de blessure en fait. Mais bon, visiblement, ça a tenu, tant mieux. Mais en tout cas, ça tient, puisque quand ce qui fait chuter en fait la première fois Frevola, c'est ce middle qui est bloqué, pardon. Par le tibia. Et c'est à noter ça. C'est à noter, c'est pas anodin. C'est pas anodin s'il met le tibia. C'est qu'il a très bien compris qu'il pouvait pas en prendre 4-5 comme ça dans les avant-bras. En fait, il a compris que, et maintenant tout le monde a compris avec ce qu'il a fait à Moises, à Bonfim, je veux dire, que tu peux pas encaisser des middle de Benoît Saint-Denis comme ça dans les avant-bras. Il va te détruire le bras. Donc là, il a voulu bloquer en montant le genou. Donc il l'a pris dans le tibia et c'est lui qui a été déséquilibré du coup. Oui, il a été déséquilibré, il est tombé. Tout de suite, il a très bien réagi quand même en venant justement chercher Benoît Saint-Denis en double leg, en lutte, et Benoît Saint-Denis en profite pour, comme il était très bas, pour prendre la guillotine. Il saute la guillotine. Malheureusement, à peine il touche le sol, la guillotine, elle a sauté en fait. Il n'a pas réussi à la tenir. Mais bon, il est serein.
il se met comme pour Thiago Moïse, vraiment tu sens que de toute façon c'est son jeu. Garde papillon, il essaye de prendre le bras à la Gordon Ryan, tu sais, donc où il vient venir coller l'épaule de son adversaire à lui pour venir supprimer justement le point d'appui possible de Frévola pour le renverser. Frévola réagit très vite, retire son bras, casse l'antienne, il vient, il change d'angle, comme pour Thiago Moïse. Il tente à gauche, ça passe pas, il passe à droite, boum, renversement en papillon, il prend la position. Là, Frévola, on l'a dit, très puissant et très réactif, surtout dans les premières minutes du combat. Il essaie de se remettre à genoux, il se retourne, mais avec une force. Enfin, c'est dur d'arriver à tourner comme ça pour se remettre à plat ventre avec autant de facilité, même si Benoît Sani, qui a un très bon sol, basique, on l'a dit, mais tellement efficace, les bases. En fait, quand je dis basique, c'est pas dans le sens basique C'est pas péjoratif. négatif, hein. C'est les bases, des bases qui sont complètement maîtrisées. Pas de fioritures. Il vient, il se tend, il gère en fait sa balance, sa stabilité pour empêcher en fait Frévola de se remettre à plat ventre. Mais Frévola y arrive tout de même. Non, mais en Et fait, là où il a été c'était intelligent, plus, moi, la sensation que j'avais, c'était que surtout son bras, il était bloqué à Benoît. En fait, on est dans une position un peu bâtarde où il peut pas sortir son bras. T'as Frévola, on sait qu'il va se remettre, on comprend qu'il va réussir à se remettre. Et en fait, t'as Benoît qui attend juste de libérer son bras pour enchaîner derrière. oui, mais regarde là où il est très fort, il est patient et technique et il a une lecture du jeu, tu sais, au sol qui est très bonne. C'est que normalement, quand tu es embarqué comme ça, même si tu te tends, si le mec t'embarque, en fait, il y a un moment, tu peux l'accepter et tomber et te retrouver en dessous. Et lui, il a quand même été jusqu'au bout, posé sa main au sol, la main libre, pour continuer en fait à naviguer dans le fait de retenir Frévola, non pas pour le remettre sur le dos, il le savait, il savait qu'il pourrait pas le remettre sur le dos, il était trop bien parti, mais juste pour pouvoir revenir face à lui. C'est ça, pour revenir en position de front headlock. Et ça, c'était intelligent parce que effectivement, c'est ça qu'il fallait faire. En fait, pour ne pas perdre ta position, c'est ça qu'il fallait faire pour sauver les meubles. Parce que là, dans la position, même si Frévola il est en dessous, sachez que dans la manière dont il se retourne, c'est lui normalement qui doit être dominant sur la fin de cette phase. En fait, il y a 80% de chances qu'il soit dominant sur la fin de cette phase. Et pourtant, Benoît Sandi arrive à prendre ses 20%, tu sais, et à faire juste ce qu'il faut pour rester dans une position forte. Et arriver donc sur cette position de front headlock directement. Et là il leur attaque en double leg. Cette fois-ci. Cette fois, il est bien placé. Ouais, parce que ça se relève. Ouais, ça se relève. Il rentre dans les jambes, ils sont à la cage. Et là, il est en position idéale pour le charger. Et on l'a dit, il est puissant. Et cette fois-ci, il l'arrache. Et il l'arrache et Benoît Saint-Denis, en fait, intelligemment, ne refuse pas justement l'amener au sol. Il l'accepte et il l'a dit. Pourquoi se cramer? Il sait qu'il va se faire ramener. Et c'est là qu'on voit qu'il est lucide. Par contre, il se fait amener, et ça, c'est un truc que je dis à tous mes élèves, et je te l'ai dit 1 milliard de fois à toi depuis le temps que je te forme. Tomber, oui, mais tomber comment, en fait? Tomber dans une position où tu peux encore être dominant dans ta manière de combattre. Et tu vois la manière dont il tend sa jambe gauche pour l'empêcher, en fait, de le basculer et pour le forcer, en fait, à tomber dans sa garde, mais c'est génial. C'est génial. C'est vraiment... Dans sa chute, il sait déjà dans quelle position il va atterrir. Exactement. Et il réagit tout de suite. Et c'est ça aussi sa grosse force. Dans le sens où il ne laisse pas du tout Frévola s'installer. Il vient, il est serein, bras sous l'aisselle, il remonte, il se relève. Il sait déjà que Frévola va attaquer l'étranglement et tu le vois, il tourne sa tête pour éviter de prendre une guillotine. Comme on dit, dans le grappling, c'est le mec qui a un temps d'avance qui domine. Et ben c'est Benoît qui a toujours ce temps d'avance. C'est lui qui a l'initiative non-stop. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, il oriente sa tête. Regardez bien, en fait, là où il aurait pu en fait faire l'erreur, comme avait fait Gafourov, tu sais, dans cette situation-là, en fait, de prendre la ninja choke ou de prendre une guillotine. Juste, il prend un petit recul, il oriente sa tête, il colle son oreille droite au buste de Frévola pour que plus aucun autre étranglement ne soit possible. Là, il ressort. Frévola fuit parce qu'il a compris que de toute façon, Benoît Saint-Denis, c'était en lutte ou au sol, c'était un vrai problème. Donc, il essaie de fuir.
Là, Benoît Saint-Denis le suit avec le bras tendu pour marquer sa distance, pour être sûr que la distance est bonne. Et il balance son high kick, pleine tempe. Alors, une puissance dans ce high kick quand même, dans cette jambe. C'est quand même phénoménal, hein, sa jambe gauche là. Parce que il vient toucher du bout du pied et pourtant il ouvre l'arcade de Frévola qui tombe au sol. Marteau, grand and pound. Allez, merci, bonsoir. Frévola qu'on voit quand même sur la sortie, parce que j'ai entendu plusieurs personnes dire qu'il n'avait pas de garde. Si, il avait, mais il attendait le middle en fait. En fait, il a tellement matrixé les gens avec son middle, un peu à la Crocop avec son high kick à l'époque, où dès que la jambe partait, les mecs levaient les poings, tu vois. Et bah lui, c'est pareillement middle. Et on voit Frévola qui a clairement les avant-bras pour couvrir le middle en fait. Sauf que là, il monte plus haut. En plus, on sait que sortir sur le côté fort, c'est compliqué sur le côté fort de. Et les sorties de cage comme ça, là, c'est souvent un moment un peu tendu pour le mec qui sort parce que tu te retrouves dans la diagonale du mec qui te poursuit. C'est pour ça que c'est pas rare de voir les combattants qui sortent taper littéralement un sprint pour reprendre le centre de la cage, tu vois. Parce que là, il était en pas chassé face à un Benoît qui avance de phase, donc qui va forcément plus vite que lui. C'était parfait. Ce qu'il a fait, c'était parfait. Le choix des coups, tout était parfait. Non, puis en plus, Benoît, il faut comprendre une chose, c'est qu'il a des longues jambes. Tu sais, moi, pour l'avoir vu en vrai, j'ai été impressionné par la taille de ses jambes, de ses segments, en fait, même de il est grand, de ses bras. Non, il est grand. Hein. Oui, il est plus grand que moi. Il doit faire dans les 1m85, 86, quelque chose comme ça. Et effectivement, oui, on avait, de toute façon, on l'a dit quand on a fait l'analyse, mais j'ai plus le chiffre en tête. Mais la taille de ses jambes, c'est impressionnant. Donc, en fait, il peut aller chercher très loin. Finalement, il me fait penser un peu dans une moindre mesure, parce que c'est encore plus marqué chez lui, mais Oliveira, tu sais, qui, quand sur ces sorties-là, on l'avait vu contre Chandler, on l'avait vu, tu sais, on le voit régulièrement quand les mecs essaient de fuir justement le sol et la lutte d'Oliveira, tu sais, qui vont fuir le long de la cage. Ouais. Voilà. Et lui, il va envoyer avec son anglaise son crochet large, tu vois. Bah là, c'est un peu la même chose qui s'est passé avec Benoît Saint-Denis. Donc, il a dit, ils ont dit par la suite que c'était une situation qui avait été travaillée à l'entraînement. Donc voilà, c'est encore une fois, hein, là pour le coup, l'analyse des adversaires de Benoît et le game plan mis en place est souvent très efficace. Ça, c'est un point à donner à la team Voirin, c'est que l'analyse pré-fight et la préparation en fonction de l'analyse de l'adversaire, elle est souvent très bien faite. Ouais, non, clairement. Et puis surtout, encore une fois, on voit de l'évolution dans le jeu de Benoît. Oui. Et ça, c'est vraiment fort parce qu'en si peu de temps, enfin, le fait d'enchaîner les camps, comme ça, il arrive encore à progresser, à s'améliorer. Là, il était plus à l'écoute, ça se voyait, il n'est pas rentré à la bagarre. Non, c'est vraiment que du positif. Hein. Exactement. À la fin de ce combat, il call out. Gaethje qui était présent, Poirier qui était présent, Gamrot qui n'était pas présent. Il a vraiment quelque chose contre Gamrot. Hein. À chaque fois, il le call out, lui, le pauvre. Il doit se dire, lui, il doit être chez lui en train de se dire, mais pourquoi il dit mon nom? Pourquoi il dit mon nom? Putain, pourquoi non, mais il dit mon nom? C'est un Européen. Et il est surtout qu'il est bien classé, Gamrot. Non, mais il le dit. Mais tu vois, par contre, que là, il a monté d'un step. En fait, c'est marrant parce qu'il appelait Gamrot Fiziev Tsarukyan. Là, il est classé 11 maintenant. Bon, il ne le savait pas au moment où il a combattu, mais il savait qu'il allait faire une entrée dans le top 15. Et là, il est aux portes du top 10. C'est intelligent de réajuster son call-out, de parler de la ceinture BMF, de dire qu'il veut la ceinture, qu'il veut la ceinture BMF, qu'il veut des. Oui, il en avait déjà parlé, mais tu vois qu'ils le redisent, qu'ils veulent Gaethje qui est là en plus de ça. Enfin, tu vois, c'est pour le coup, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il a marqué les esprits. Il y a eu beaucoup de vidéos, je sais pas si tu as vu, où tu vois Holloway, où tu vois Adesanya qui réagissent au chaos de. Bien sûr, moi j'ai vu même des tweets, pas mal de tweets. C'était Gilbert Burns aussi qui a beaucoup tweeté sur Benoît Saint-Denis. Enfin, plein de combattants, franchement, il a impressionné tout le monde. Hein. C'est ça. C'est ça. En fait, sur 3 combats, tu sens qu'il a pris beaucoup de prestance dans la catégorie et plus personne ne peut dire qu'il ne connaît pas qui est Benoît Saint-Denis, pour le coup. Ouais. Non, mais il fait partie des combattants qui font peur. C'est ça. Donc, hâte de voir la suite. Là, il parle de vacances. Des vacances bien méritées. Ouais, à peu près. Oui. 2 semaines après, il est reparti.
Donc ouais, non, c'est. Il a dit, hein, vacances, sauf si on lui fait une bonne proposition quand même. Hein. Donc, Honnêtement, il y a de grandes chances qu'il y ait une bonne proposition. Après une performance comme ça, Dana White, il a kiffé. Il était debout. Je serais pas ouais, surpris qu'on le voit pour l'UFC 300, par exemple, tu vois. Parce qu'on sait ouais. qu'avec un mec comme ça, c'est du spectacle assuré. C'est quand déjà l'UFC 300? C'est C'est quel mois? avril. Avril, il me semble. Ah, En tout avril, cas, ça c'est passe. dans Hein. cette zone. Donc ça passe, c'est faisable. Ouais, c'est bien. Ouais, non, ça serait très bien. Ouais. Ça serait très bien. En tout cas, voilà, grosse fierté. Il veut être le premier champion, le champion français, premier champion véritable, incontesté français. Bon, il reste encore Manon Fiorot qui potentiellement est proche d'une ceinture, mais pourquoi pas? Il serait en capacité de le faire en tout cas. Dans cette KT, en plus, ce serait très fort. Hein. Ouais, Parce que les légers, c'est vraiment la grosse KT. Pour moi, en ah, tout cas. c'est un bourbier. C'est un bourbier. En tout cas, c'est clair. Euh, ouais. Le combat qui suivait, combat féminin. Donc Jessica Andrade contre Mackenzie Dern. Beaucoup d'hommes ont regardé ce combat non pas pour le côté sportif, mais pour le côté Mackenzie Dern. C'était dans les poids pailles féminins. Elle avait, ah bah je le dis parce que c'est vrai. Non, bah Je suis c'est une pas fan de réalité. Mackenzie Dern. Ah mais toi t'es pas fan, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont fans de Mackenzie Dern. Toi, je sais que t'es plus Jessica Andrade. Bon bah après c'est ton délire, tu vois, c'est pas. Chacun ses goûts. Donc Mackenzie Dern qui voulait se faire un test avec une ancienne championne de l'UFC, elle voulait voir si elle était en capacité de monter. Bon, ça s'est Elle pas est passé descendue. exactement comme elle le voulait. Pourtant, elle avait bien démarré son fight au début, franchement. Elle a profité en fait du fait qu'elle avait un avantage d'allonge. Attends, elle commence pas à faire ta moue boudeuse. Elle a Si, bien, excuse-moi. elle a bien démarré son fight. Dans le sens où elle avait plus d'allonge, qu'elle exploitait parfaitement ses low kicks et son front kick. Elle avait son jab on sent qu'elle s'améliore aussi, elle aussi en boxe au fur et à mesure du Ouais, mais temps. elle a rien dans les gants. Et non, mais on est d'accord. On est d'accord que c'est ça qui a fait défaut. Il y a deux choses qui ont fait défaut. Mais en tout cas, au début, celle qui touche, c'est elle. Tu vois, avec son jab, avec ses fronts, avec ses low kicks, elle se déplace très bien. Tu vois, dès que Andrade essaye de la coller, enfin, tu sais, la mettre dos à la cage pour jouer avec les armes qu'elle a, c'est-à-dire que comme elle est plus petite, si elle la met dos à la cage, c'est plus facile. Tu vois, Mackenzie Dern qui s'extirpe très intelligemment à chaque fois et qui reprend le centre de la cage. Au début, elle fait le taf. Je dis pas que elle est dangereuse, mais elle fait le taf. En tout cas, elle score. Elle score plus que Andrade. Pour le coup, en plus rapidement, il y a un échange qui se met en place où elle envoie un front où elle le foire un petit peu. D'ailleurs, son front kick, malheureusement, ou side kick, des fois, elle le foire un peu, elle donne le dos. Mais elle arrive à prendre la tête d'Andrade et Pour derrière, faire un haché, ouais. exactement, elle balance un Ushimata. Derrière, elle n'arrive pas à garder le contrôle et on voit que qu'Andrade a très bien, enfin, elle De maîtrise toute façon, c'est parfaitement dur. les Hein. sorties. Hein. Sur ce type d'amener, quand on a que la tête à l'atterrissage, c'est dur de suivre derrière. Ouais, ouais. Donc effectivement, elle arrive pas à la maîtriser au sol et c'est là qu'on voit pour moi, qu'on voit le premier problème de Mackenzie Dern, c'est que elle a besoin d'être sur ce type d'amener, mais type judo, parce que c'est ce qu'elle fait en fait, des hanchés, des ushimata, ce genre de choses. Elle a que ça et que en fait tu te rends compte que Andrade gère très bien ses amenées et qu'elle va avoir du mal à l'amener justement. Deuxième chose, on voit, et comme tu l'as dit, qu'effectivement, elle a pas. Elle, on voit que les impacts en fait de Dern ne font pas mal à Andrade et ça donne confiance à Andrade qui elle, voit qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à elle. C'est déjà les saisies de jambes sur les frappes. Donc ça, elle le fait très bien, ce qui lui permet en fait de maintenir cette saisie pour que Mackenzie Dern lui tourne le dos. Ça lui permet de la pourchasser un petit peu et d'envoyer ses frappes d'anglaise. Euh, donc, elle cherche aussi à cadrer Dern et amener Dern à la cage, donc pour limiter ses déplacements. Il y a ses low kicks qui Elle lui sortent de plus en fracasse la plus. jambe. Eh oui. Et elle, tu sens que quand elle frappe, elle fait plus de dégâts. Tu vois. Donc ces low kicks font du mal. Et surtout, plus on avance dans le combat, et plus tu te rends compte qu'elle commence à être dans le bon timing pour mettre des contres en fait à Mackenzie Dern. En fait, c'est ce qui est fait. Hein. Elle se place en contreuse.
À partir du moment où elle a vu qu'il n'y avait rien dans les gants, pourquoi la pourchasser? Mhm. Je vais l'attendre, je vais la laisser rentrer. Ok, elle va me toucher sur ses entrées, mais je vais l'accueillir derrière. Et une frappe d'Andrade, c'est 5 frappes de d'Erne en puissance. C'est clair. C'est clair. Et on le voit hein, dans le premier round. Alors, il y a une chose quand même qu'elle fait bien, même si tu te rends compte, Dern, c'est son entrée, alors qui n'était pas très esthétique, mais son entrée en single leg. Tu sais où elle feinte en fait, tu sais pif paf, elle fait un espèce de truc où comme si elle allait rentrer en anglaise et elle prend le single leg, mais tu sens quand même qu'elle a un déficit de puissance par rapport à Andrade qui est Alors, phénoménal. Elle elle la a non repousse. seulement un déficit de puissance, mais elle a un déficit de technique aussi. Oui, C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle prend le single, il n'y a aucun changement de direction, il n'y a pas de lutte en enchaînement, en fait, elle cherche rien d'autre. non. Et quand il y a un différentiel de physique comme ça, c'est mort. C'est force contre force, elle avait la jambe. C'était sûr. On voit tout de suite qu'Andrade elle va sortir. Elle fait ce Oui. qu'il faut. Ensuite, main sur le visage, elle la pousse des deux mains, elle ressort. Et là, à ce moment-là, tu vois le visage de Dern. Pour moi, là, ça, c'est les pires combats à regarder. C'est un supplice. Quand tu vois que la personne en face n'a aucune solution et qu'elle commence à être dans la résilience, tu vois. Ouais. Elle s'est résignée à se prendre un KO. Elle sait que ça va arriver. Ça se voit Ouais. petit à petit sur son visage. Ben, ça se voit sur son visage et ça se voit dans sa manière d'aborder le combat parce que en fait, elle se rend compte qu'elle pourra pas l'amener d'elle-même. Donc, elle profite et on le voit déjà dès la fin du premier round quand elle prend son premier knockdown. Tu sais où elle est sauvée finalement par le Mhm. gang, le gang, par le gong, par son gang, le gang d'Erne. Et donc, et donc le gong, où tu vois que dès qu'elle touche le sol, en fait, elle essaie de s'enrouler dans les jambes d'Andrade. En fait, elle parie sur le fait que Andrade la suive pour l'amener dans son monde qui est le jiu-jitsu brésilien. Parce qu'il C'est faut sa rappeler que seule c'est issue. une des plus grandes championnes féminines de jiu-jitsu brésilien, en tout cas à son époque. Et en fait, non. Andrade, intelligemment, bah, refuse. Et elle a le droit de le faire dans le MMA. C'est pas comme en jiu-jitsu brésilien où tu dois venir. T'as pas d'autre choix que de venir au contact. Elle refuse systématiquement de suivre au sol, intelligemment. Ce qui fait que bah, Dern, elle est obligée de se relever et on le voit dans le deuxième round. Et systématiquement, en fait, Dern se jette parce qu'elle veut casser la distance pour essayer d'aller chercher, en fait, une saisie, une accroche pour pouvoir amener au sol. Sauf qu'en fait, en se jetant et en faisant des enchaînements de boxe trop longs, et ben, elle s'expose au contre de Andrade, qui à chaque fois l'accueille, la fait chuter, et ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et la quatrième fois, l'arbitre lui dit stop. Lui dit stop, et donc on arrive sur finalement un TKO de, Elle prend trois d'Andrade, knockdowns. quoi. Elle prend trois Hmm. knockdowns. Les deux premiers, c'est sur des contres. Et le troisième, c'est elle est dans la boîte et Andrade, elle initie. Hein. Elle avance, elle la colle à la Hmm. cage et puis elle lui met un énième crochet qui l'allonge. C'est ça. Fin du combat. Et il n'y a même pas de discussion. Hein. Ok, elle n'est pas KO, Oui, mais il n'y a pas de solution en fait. Elle va le prendre le KO. C'est une question de temps, donc autant arrêter là. Hein. ouais. Non, non, je suis d'accord. Là, c'est vrai que là, tu vois qu'il y a une impuissance en fait face à Andrade. Donc, ce serait que mettre sa santé en jeu plus qu'autre chose. Après, elle ne va pas contre la vie d'arbitre. Hein. Ah non, Elle le clairement sait, pas. elle a compris. Et je ne comprends pas en fait. Et ça, on le dit souvent à chaque fois qu'on parle de Mackenzie Dern. Tu as le meilleur sol féminin peut-être de tout l'UFC, tu sais. Mais comment se fait-il que tu ne mettes pas en place des enchaînements boxe-lutte carrés, enfin tu vois, tu sais que tu arrêtes de te reposer sur ton judo qui ne te sert à rien parce qu'en plus c'est un judo qui est très limité parce qu'il faut qu'elle vienne saisir la tête de l'adversaire. Enfin, tu vois, donc c'est facile en fait. C'est vrai que c'est toujours avec une saisie de tête. Donc derrière, effectivement, dans le contrôle, c'est très compliqué. Mhm. Que elle a aucune solution effectivement sur les single legs, sur les double legs, enfin sur n'importe quoi. Elle n'a pas de lutte du tout, du tout, du tout. Et surtout, comment tu peux, euh, comment dire, après tout ce temps, faire en sorte que tu sois encore dans la panique, parce que c'est la panique en fait qui l'a fait rusher sur sa boxe. Alors que en fait, comme je le disais au début, tant qu'elle se déplaçait, tant qu'elle était sur son jab, elle restait à distance et profitait de son allonge. Alors certes, elle faisait pas beaucoup de dégâts, mais elle touchait.
Elle scorait. Ouais, Elle mais scorait, elle elle scorait, elle a pas la scorait. caisse pour faire ça. Tu Et sens que c'est c'est pas son jeu. en fait, il y a deux choses. C'est d'une part, elle sautille énormément. Donc, effectivement, dès le début, je me dis, elle va se crever, physiquement. Et puis Et elle la est low deuxième kick en chose, plus. merci, exactement. Et tu sens qu'au fur et à mesure, en fait, elle n'arrive plus à sautiller parce qu'elle prend les low kicks. Ça lui fait mal. Et donc, elle rush. Mais c'est un vrai Elle problème. commence à avoir un œuf sur le côté du genou, hein. Hmm. Elle les prend toujours au même endroit, les low kicks, hein, franchement, et tu sens vraiment que ça pique. Ouais, ouais. C'est quand même. Ouais, c'est dommage. C'est dommage d'avoir autant de talent au sol et de ne pas pouvoir l'exploiter. Enfin, moi, à chaque fois, c'est vraiment le truc que je me dis. Là où elle le fait bien, c'est quand les filles arrivent, enfin, acceptent à aller à la cage avec elle, puisque là, c'est dans son univers. Là, peut-être qu'elle aurait eu intérêt dans ce combat-là d'elle-même se mettre dos à la cage, tu sais, pour faire venir Andrade. Et encore, je pense que, Non, vu mais la de toute boxe façon, d'Andrade, elle l'aurait couché de la même manière. elle était beaucoup trop puissante. Je pense que stylistiquement, c'est le pire match-up pour elle. C'est un des pires match-up en Inde. Ouais, ouais. En tout cas, elle nous prouve que la ceinture, ce sera presque impossible pour elle. Ce sera presque impossible pour elle. Honnêtement, si elle passe pas Andrade aujourd'hui, enfin, il y a trop. Qui est champion dans cette KT déjà? Pourquoi pas, C'est Weili Zhang. c'est Weili Zhang. Ouais, bah, jamais de la vie, jamais de Oui, la non. vie, elle ne peut passer Zhang. Jamais, 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 jamais. Donc ouais, non, c'est compliqué. C'est dommage, mais tu vois, ça fait partie encore une fois on avait fait le podcast il y a très longtemps sur le retour du jiu-jitsu brésilien dans le MMA, et on se rend compte que de toutes les personnes qu'on a citées, il n'y en a pas une Pas un. qui, Ouais. C'est qui a fou, été hein. chercher une ceinture. Ouais, ils sont montés. Ils sont montés progressivement, mais ils ont tous atteint un plafond de verre. Il n'y en a aucun qui est rentré vraiment dans le top, top, top niveau. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est compliqué. Et il faut réfléchir hein, à pourquoi, en fait, le pourquoi du comment. Et le gros pourquoi, en fait, c'est la lutte, tout simplement. C'est la lutte. C'est la lutte qui fait défaut. Parce que là, comme je te dis, en boxe, bon, ok, elle manque certes de puissance, mais techniquement, elle s'est améliorée. Elle a pas de, comment dire, tu sais, on en parle souvent. Elle ferme pas les yeux, elle a pas peur de boxer, elle a pas peur de prendre des coups. Tu sais, elle reste lucide, elle est là, elle a les yeux grands ouverts, elle prend ses frappes, elle est dans l'échange, elle est là, tu vois. Même si, bon, elle a pris Elle des est là knockdowns jusqu'à un certain temps. jusqu'à un certain temps. Mais je suis sûr que c'est plus le manque de solution qui l'a fait Qui perdre l'a fait confiance paniquer, plutôt bien sûr. que le fait de prendre des coups, tu vois. Parce que si c'était le fait de prendre des coups, elle se relèverait pas comme ça pour revenir à la bagarre. Elle a pas peur d'aller à la bagarre. Donc, euh, donc ouais, non, c'est vraiment, il lui manque cette lutte, quoi. En tout cas, dommage. Dommage pour elle parce qu'elle a pas atteint son objectif. Et en plus de ça, tu sais, avais parlé du fait que Andrade, on savait pas si elle serait dans les bonnes conditions parce qu'elle, l'argent qu'elle a, c'est parce qu'elle est en procédure de divorce. En fait, tu te rends compte que les deux, c'était la même chose. Que, Oui, euh, que Dern j'ai aussi, entendu c'était ça la même après. chose, Ouais. 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 Donc bon, quand tu abordes un combat comme ça, déjà, c'est qu'il y a un souci. Bref. En tout cas, TKO deuxième round, premier combat qui va au deuxième round de cette carte, avec une victoire pour Andrade qui montre qu'elle bah, elle est encore présente dans cette catégorie, hein, quand même. Ouais, parce qu'elle était Faut sur pas 3 défaites en drame. ouais, faut pas l'enterrer comme ça, faut pas l'enterrer si vite. Le combat qui était le plus attendu pour nous, hein, visiblement, c'était ce co-main event. On arrive déjà au co-main event avec Sergei Pavlovich versus Tom Aspinall. Donc, pour le titre intérimaire des poids lourds en short notice de 15 jours. Tu sais, c'est vraiment, ça rime, mais c'est très vrai. Ce combat venait remplacer en fait John Jones versus Miocic suite à la blessure au pec de John Jones. Tom Aspinall qui lui a attendu patiemment sa chance au titre, qui avait fait un appel à Cyril Gane, qui a refusé. Donc il avait dit bon bah dans ce cas-là je veux Pavlovich. L'UFC lui a donné Pavlovich qui était en backup du combat initialement prévu pour ce titre intérimaire. Et quel combat! Quel combat! On l'avait dit, c'était du 50-50. Enfin, du 50-50. On Déjà, avait il faut donné la savoir que les victoire. deux, leur moyenne de temps dans l'octogone, c'est 2 minutes 30 environ. Les deux. Ouais, ouais, Donc, deux gros finisseurs, deux gros poids lourds. Parce que
Aspinall, il était énorme, hein. Il est aussi gros que Pavlovich, hein. Il était même plus lourd. Plus lourd, ouais. Mais même en termes tu sais, visuellement, il est ultra massif, Aspinall, hein. Ouais. Dans mon souvenir, il n'était pas aussi balèze. Bah, c'est vrai. Et c'est vrai que je pensais il faisait partie des légers dans la catégorie des lourds, tu vois. Mais non, effectivement, il est vraiment Ouais, il est massif. énorme. Après, non, C'est mais vraiment après, son non, non. jeu qui fait. Non, mais là, il était Ah, plus lourd que d'habitude. voilà. Oui, non, là, tu voyais que même le bas du corps, enfin, tu sentais qu'il n'était pas aussi sculpté que d'habitude, tu vois. Là, il était vraiment, vraiment gros. Enfin, gros, pas gros, gros, mais je veux dire, tu voyais qu'il remplissait un peu plus le short. Ouais. Quand Mais même. en tout cas, ça s'est pas ressenti, hein. Au niveau de ses déplacements et tout, il était toujours ultra vif, hein. Il était toujours ultra vif, Après, ça c'est sûr. est-ce qu'il aurait eu plus, enfin, moins de cardio? Ça, on peut pas le savoir puisque ça va trop vite. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, il était toujours ultra réactif. Non, ouais, toujours ultra réactif, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. En tout cas, voilà, je disais, c'était un combat, on avait dit 50-50, même si on avait donné la victoire à Spinal dans notre pronostic. Mais il y avait un point qui pouvait nous faire peur, c'était ces fameuses esquives où il est sur les talons, où il recule en fait comme ça, il a le menton à la fenêtre. Bah force est de constater quand même qu'il nous a fait peur, toi comme moi. Donc déjà, faut comprendre que déjà, il a intelligemment, d'habitude, il feinte les frappes de jambes. Là, il les a mises complètement. On l'avait dit, hein, dans son game plan, il fallait qu'il utilise ses low kicks et ses front kicks. C'est exactement ce qu'il a fait au début du combat. Ouais. Donc Il avec commence déjà avec un énorme calf kick. ouais, Tu sens, mais de toute qui, façon, à ce poids-là, on va pas se mentir, hein. Il en faut 4-5, hein. ouais, ouais, Il faut pas plus, hein. Déjà, calf kick, n'importe quel KT, il en faut 4-5. Mais alors lui, t'imagines Aspinal qui te met un calf kick pleine balle. En plus, Pavlovich, il est ancré dans le sol, donc ça fait encore plus mal. c'est ça, c'est Laisse ça. tomber. Et d'habitude, il désengage quand même Pavlovic, tu vois. Et là, il n'a pas eu le temps de désengager. En fait, ça a été trop vite. Les frappes d'Aspital partent très très vite. Et tu sens déjà qu'il sur le premier calf kick, tu sais, tu sens qu'il fléchit quand même Mm. déjà dans un premier temps. Front kick d'Aspinal. Donc effectivement, tu l'as dit, comme il est lourd sur ses appuis, c'est encore plus dommageable. Et là, en fait, on comprend vite pourquoi il accepte les low kicks quand même, les calf kicks, c'est qu'il veut Il veut le le cueillir prendre, dessus. c'est ça. Parce que Et c'est c'est ce vrai qu'il que fait. l'inconvénient d'envoyer un kick, c'est que bah, vous êtes immobile en fait. Parce que lui, il est très mobile à Spinal. Mais bon, quand il envoie son kick, forcément, il est à l'arrêt. Donc on sait où sa tête est située. C'est ça. Et là, il envoie donc sa première grosse attaque en anglaise avec un crochet du gauche qui touche la pointe du menton d'Aspinal, qui encaisse, mais sans problème. Il encaisse sans problème. Moi, je me suis dit, oh, quand j'ai vu ce crochet, je me suis dit, ah ouais. Non, franchement, je le voyais déjà chanceler, tu vois. Finalement, il n'a pas chancelé. Et Mais derrière, alors, il encaisse sans problème. Mais bon, tu sens que ça pique quand même, hein. ah bah bien sûr. Non, mais il a compris. Je pense qu'il a pris la mesure d'une frappe de Pavlovich. Il s'est dit, il faut Hmm. pas que j'en prenne d'autres comme ça. Ah Parce bah que bien tout de sûr. suite, il reprend sa distance. Il se déplace beaucoup plus. Intelligemment, tu vois, parce qu'il y a Hmm. Pavlovich qui essaye de venir sur lui, parce qu'il sait qu'il a touché. Pavlovich, on l'a dit, il est un pas sur un coup. Ça veut dire que chaque coup qu'il met va vous sonner, et puis après, quand vous êtes dans la boîte, il termine. C'est Et ça. intelligemment, avec ses déplacements, tu sais, gauche, droite, gauche, il ressort, il arrive à ressortir, et là, il reprend sa distance. Et il commence à travailler sur son jab. Ouais. Donc effectivement, il touche avec son jab, et c'est là où moi j'ai eu ma deuxième crainte, c'est que il commence à faire son esquive là comme ça sur les talons, où Oh oui. en fait, tu sais, c'est comme si non, non, je ne me ferai pas toucher. Bah si tu peux te faire toucher, Surtout que la et longe, on heureusement, l'avait dit, de Pavlovich. c'est ça, 2,16 m. Non, Non, 2,13 m. 2,13 m. Oui, c'est 2,15 m ou 2,16 m, c'est John Jones. Donc, oui, effectivement, il fait ce petit truc-là. Et là, je me dis, putain, ça sent mauvais quand même. De À toute ce moment-là, façon, je me dis, ça sent mauvais. on s'envoyait des messages à ce moment-là. Exactement. Et je t'ai dit, Exactement. quand je t'ai dit, oh là là, il fait son retrait de bus, c'est cuit. C'est ça. Et en fait, très rapidement, bah, il comprend qu'il va falloir qu'il actionne, en fait. Et il envoie son fameux, on en avait parlé, gauche-droite en ligne, rapide et puissant. Et là, il ébranle Pavlovich. Il en envoie un deuxième. Et ça aussi, on en avait parlé, qu'il avait cette faculté en fait à faire des enchaînements de 2-3 coups, mais avec une répétition très courte dans le temps. C'est-à-dire, pam, 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 pam. Tu sais, vraiment, il se stoppe, mais il renvoie. Et il renvoie avec une précision. Parce que Ouais, les deux, c'est en ultra fait, ils précis. touchent.
Voilà, les deux touches avec beaucoup de force et beaucoup de précision. Et sur le deuxième, donc c'est là qu'il tombe. Aspinall y suit, coup de poing marteau, fin du combat. Il s'écroule à plat ventre, il pleure, il est champion, il a atteint son objectif. Il voulait arriver le plus rapidement possible à la ceinture. Alors c'est pas la ceinture incontestée, c'est la ceinture intérimaire, mais voilà, il a prouvé qu'il était capable d'éteindre Pavlovich avec rapidité et efficacité. C'était quand même la terreur, Pavlovich. Là. Tout le monde craignait Pavlovich. Ouais. Donc, ouais, mais on sait que Aspinall, il frappe aussi fort, hein, puisqu'il a autant de finish. Il est même plus rapide sur ses finishes. Là, c'était vraiment qui allait toucher le premier. Bah, pour le coup, on a vu qu'Aspinall, en tout cas, il était, je pense, plus rapide. Il a bien fait d'initier, en fait. En fait, il fallait initier. Il fallait rentrer sur son gauche-droite. Parce qu'il est rentré dans le crochet. Hein. En fait, il met le gauche au niveau du plexus. Il le met pas, le gauche, il le met pas au visage. Et après, il remonte. Et on voit quand il prend la droite, Pavlovich, il arme son crochet. Il l'a pris de vitesse. Lui, il est rentré en ligne droite quand Pavlovich rentre sur les crochets. Donc, ça a été plus vite. Il le prend à la tempe et fin. Non, c'était. Après, c'était quand même du qui tout double, la boxe, on va pas se mentir. Hein. Oui. Je pense que c'est du qui tout double. Ben, on l'avait dit, hein, de toute façon. C'était à celui qui allait toucher le plus durement, le plus rapidement possible, tu vois. Mais on va dire que Aspinall a cette chance pour lui, c'est sa vélocité, en fait, chez les poids lourds. C'est-à-dire que Pavlovich, il est précis. C'est un bon contreur. Il est précis, il est puissant. Il a une super anglaise. Mais par contre, Aspinall, tu sens que quand il démarre, tu vois rarement, même, je me demande même si Cyril Gane va aussi vite que lui. Non, je crois pas. Non, honnêtement, en tout cas, même s'il va aussi vite, il n'y a pas autant d'impact. C'est ça aussi qui change tout. C'est qu'Aspinall, non seulement ça va très vite, mais en plus, tu sens que sur chaque coup, il peut t'éteindre. Ouais. Tu vois, là, si je vois Gane contre Pavlovich, effectivement, je pense qu'il remporte le combat parce qu'il sait comment gérer ces personnes-là, mais justement, il va le gérer. Il va envoyer ses frontes, ses low kicks, il va changer de garde. Sauf si Pavlovich a vraiment pas de cardio. Et ça, c'est une inconnue, tu vois. Bien sûr. Mais en tout cas, il l'aurait fini dans le 3e, quoi. Tu vois, c'est vraiment, il l'aurait fini en 3e, 4e, 5e. Tu vois, à partir du 3e round. Jamais dans le premier. Je vois pas Cyril Gane, peut-être que je peux me tromper, mais il nous a jamais prouvé qu'il était capable de finir un mec comme Pavlovich dans le premier round. Puisque même un Spivak, il l'a fini au 2e. Non, premier ou 2e, je sais plus. 2e. Non, mais après, tu sais, chacun fait. C'est pas une critique, hein, dans le sens où chacun fait ses forces. Bien sûr. Et qui sait qu'il n'a pas la puissance pour éteindre les mecs. Donc lui, il joue sur l'endurance et voilà. Je suis pas sûr qu'il ait pas la puissance pour éteindre les mecs, parce que quand tu vois comment il frappe, Cyril Gane, ne serait-ce que ce qu'il adore faire avec la machine à coups de poing. Mais c'est pas comparable. Non, je sais que c'est pas comparable, mais il est précis et il a beaucoup de puissance quand même. Il est quand même très très fort physiquement. Enfin, tu sais, tu sens que quand il frappe, il fait mal. C'est juste plutôt une prise de risque qu'il ne veut pas prendre. Moi, je pense pas que ce soit une question de puissance. Je pense que c'est une prise de risque qu'il ne veut pas prendre, tu vois. Après, honnêtement, de ce qu'on a vu, je suis pas sûr qu'il a un menton de fou, Cyril. Oui. Donc, ça va aussi avec le fait qu'il veuille pas aller à la guerre. Oui, bien sûr. Non, mais après, encore une fois, hein, c'est pas péjoratif. C'est pas histoire de critiquer. C'est une réalité. Après, effectivement, c'est son style. Maintenant, quand tu combats contre en fait, je fais une projection contre Aspinall, tu vois. Il va pas chercher à le finir vite. Aspinall, enfin, tu vois, il va faire comme d'habitude. Sauf que Aspinall a la différence, c'est qu'il a la vélocité pour le suivre. Tu vois. C'est sûr. Ça va être un combat qui est dur à aborder pour Cyril Gane. Très dur à aborder. Donc, ça ne veut pas dire qu'il gagnerait ou qu'il perdrait ce combat-là. C'est le pire combat pour moi. C'est ça. Pour moi, c'est le plus dur combat qu'il puisse avoir. C'est clairement le pire. Encore bien pire que Almeida. Parce qu'Almeida, le danger vient du sol. Voilà. On sait que le danger, c'est lui de sol. Aspinall, le danger, il vient de partout. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, justement, Aspinall, lui, suite à cette victoire, a appelé de ses voeux John Jones, parce qu'il dit que c'est le combat qu'il voudrait faire, le combat, on va dire, rêvé pour lui, puisque c'est, alors ça serait pour sa legacy, mais aussi parce que
ça serait, tu sais, son rêve de petit garçon, tu sais, d'affronter un mec, une légende comme John Jones. Tu sais quoi? Et C'est la première fois depuis que je suis le MMA, donc depuis longtemps, j'ai vu Jones au tout début, c'est la première fois que je vois pas de chemin de victoire pour John Jones. ouais. Sur tous ses adversaires, Ngannou, tout le monde, je dis pas qu'il gagne, hein, mais je dis que Hmm. je vois un chemin de victoire. Sur Aspinal, je vois pas de chemin de victoire. Il a tout ce qui fait chier Jones. Ouais. Il aime pas les mecs qui boxent bien. Il boxe super bien. Bonne allonge, ultra explosif. Punch, Lutte, bon sol. sol. Ah non, c'est un Enfin, casse-tête. Et bon, physique en plus. en fait, je pense que si Jones veut combattre Aspinall, enfin, en tout cas, cherche à combattre Aspinall, je pense que sa clé, elle viendrait du Ça sol, vient du de sol. Non, mais savoir ça, c'est sûr. si Mais dans toute cette s'il est cage-là, ça capable vient du sol. d'imposer son sol par rapport à celui d'Aspinall. Ça veut dire qu'il C'est faudra vraiment qu'il ça. fasse ouais, que de la lutte et du sol en top position. Alors après, en termes de lutte, je pense qu'il est meilleur qu'Aspinall. Oui, je pense aussi. Donc il peut l'amener. Il n'y a pas de souci. Maintenant, faut-il qu'il prenne pas la foudre avant d'amener. Ça, Mais je pense qu'il est capable de le faire, hein. Il a quand même de la gestion. Il a quand même toujours la plus grande allonge de l'UFC et je pense qu'il la gère mieux que Pavlovich. Il a aussi son jeu de coup de pied, hein, que Pavlovich n'a pas du tout. Enfin, tu vois, il a plus d'armes quand même en boxe à imposer que Pavlovich. En lutte, il est meilleur qu'Aspinal, j'en suis presque sûr. Et donc après, est-ce qu'il est capable, une fois qu'il l'a amené au sol, de pouvoir imposer son sol? Maintenant, avec un travail fait avec Gordon Ryan, si, il a quand même des choses à mettre en place. Maintenant, c'est juste l'âge aussi. C'est l'âge. Oui, il y a l'âge. Ah Bien oui, non, sûr mais qu'il y a moi, c'est l'âge. c'est plus Non, non, ça. pour Mais moi, je pense, stylistiquement, non, c'est un calvaire, Aspinal. c'est un calvaire, mais je pense qu'il a des armes à mettre en lumière, tu vois. Et surtout, 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 et ça, c'est un truc qu'il faudra jamais retirer à John Jones, sa capacité d'analyse, de décortiquer ses adversaires et de trouver la petite faille à exploiter. Même si, Il n'y a pas pour un grand-chose à Aspinal, analyser sur ben, il n'y a Aspinal. pas grand-chose à analyser. C'est ça C'est le ça le problème. problème. Exactement. Non, là, je suis d'accord avec toi. Donc, lui, il veut ce combat-là. Cyril Gane a appelé. Lui a dit j'étais le chassé, maintenant je suis le chasseur, blablabla. Et en fait, Aspinal, il lui a dit, mon gars, tu m'as refusé la dernière fois, t'as pas voulu me combattre. Aujourd'hui, il faut que tu passes par Almeida. Il lui a dit clairement, il faut que tu passes par Almeida. Et Almeida est complètement d'accord avec l'idée, puisqu'il lui a dit, il va falloir d'abord que tu passes par moi. Donc, là, j'ai l'impression que tous les chemins mènent Cyril Gane à Almeida, parce que le champion ne veut pas de lui. Almeida veut de lui. L'UFC aura son mot à dire. Mais il n'empêche que le public veut aussi de ce combat. Compliqué. Compliqué, hein? Compliqué parce que Compliqué. en soi, tu mets qui aussi contre. Parce qu'Aspinal, il veut recombattre, hein. Il a dit qu'il voulait pas attendre le retour de Jones, puisque de toute façon, Jones va combattre Stipe. Ouais. Dan l'a dit. Donc ça voudrait dire qu'il resterait un an sans combattre Aspinal, c'est pas possible. Donc il va combattre, tu lui mets qui? Le numéro un, c'est Cyril Gane, hein. Il a battu tous les autres de toute façon, Aspinal. Donc c'est compliqué. Ouais, 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 non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est compliqué. Mais il peut très bien attendre un petit peu. C'est pas parce qu'il veut combattre qu'il va recombattre dans les 3 mois, tu vois. Non, il peut attendre un petit peu, c'est sûr. Tu sais, là, Almeida, il peut reprendre un combat dans 3 mois, hein. Même pas, hein. Ouais. Tu vois, enfin, là, vu ce qui s'est passé contre Lewis, il a juste à faire un camp, il est prêt. Physiquement, il est prêt, il n'a pas pris de dégâts. Donc effectivement, ce combat, il peut se faire. Il peut attendre 6 mois. Tu Il vois, peut attendre 6 mois. tu vois, enfin, 6 mois, c'est pas déconnant, hein. Donc, il peut très bien dire, effectivement, d'abord affronte Almeida dans 3 mois, et puis dans 6 mois, on s'affronte. Faites votre demi-finale. Comme C'est c'est les ça. deux seuls mecs qu'il n'a pas affrontés. Et c'est pas déconnant parce que si ça se passe comme ça, dans 6 mois, il affronte Gane ou Almeida, le vainqueur, quoi.
du combat. John Jones, bah, il en a pour 8 mois. Derrière, tu lui remets 3 mois de préparation. Bon, bah 6 mois, John Jones dans la foulée. Non, Jones, il prend Stipe. Il l'a redit, Dana. Ouais, non, mais il y a Dana qui l'a redit. On verra ce qui se passe dans un Parce an. que Stipe, il est vieux. Hein. Ouais, mais Stipe, il va le faire, son money fight. Ouais. Justement, il a dit pourquoi il n'avait pas proposé le titre intérimaire à Stipe. Il a dit que c'était un manque de respect pour la carrière de Stipe. Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Bon, il peut dire ce Ouais. qu'il veut. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Non, non, c'est pas, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'il ne veut pas. Il sait que, tu vois, un combat Jones, Stipe, ça fait des places à 1 200 $. Il n'a pas envie de cramer cette carte-là. C'est juste ça. Hein. Et On va puis pas se mentir. surtout qu'il sait très bien que Stipe, il n'est pas en mesure actuelle. Tu vois, il aurait pris un Pavlovich. On aurait eu un remake de Ngannou Stipe. Il aurait pris un Aspinal, ça aurait été pareil. Ouais. Ah ouais. Non, non, mais je suis d'accord. C'est compliqué pour Stipe. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, voilà. Alors oui, il va peut-être prendre Stipe. Ouais, mais bon, il attendra quoi qu'il arrive, il attendra quand même moins d'un an à chaque fois, tu vois. Et je pense que s'il bat après Almeida ou Gann, je pense qu'il pourra se permettre d'attendre un petit peu. De toute façon, il n'aura pas le choix. Chez les lourds, tu peux pas combattre 3 fois dans l'année, c'est pas possible. Surtout Non, quand non, tu es c'est sûr. champion. C'est sûr. Donc il attendra. Il attendra. C'est sûr. S'il veut Après, au vraiment ces pire, tu peux combats-là, il faire une attendra. revanche contre Blade. Puisque finalement, il n'y a pas eu combat. Il s'est blessé Oui, voilà. direct. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc bon. Puis il y en a peut-être d'autres qui vont arriver dans la foulée aussi. Hein. On verra Ouais, ça. chez les lourds, c'est compliqué. En tout cas, pour l'instant, il veut pas de Cyril Gane. Donc on verra ce En que tout ça cas, donnera sacré par la perf. Hein. suite. Sacré perf. Ouais, ça c'est une réalité. D'autant plus qu'il s'était blessé. Hein. Je sais pas si on l'avait dit, mais il s'était blessé quand il a été prévenu 15 jours avant. Il s'est Mhm. entraîné 5 jours. Il s'est blessé au dos. Donc en fait, les 10 derniers jours, il s'est pas Hein. entraîné du tout. Mais je savais pas. Il l'a dit en conférence de presse. D'accord. Qu'il s'était ouais, blessé, qu'il savait même pas s'il était apte à faire le combat et que finalement ça s'est fait. Donc, et c'est pour ça, tu vois, quand ils font le Stardom au début, tu sais, il le prend. C'était bizarre comme image. Tu l'as vu ou pas? Bah Quand il oui, le oui, prend le dans ses tien, ouais. bras. Il est vraiment pas confiant hein, sur ce combat à Spinal. Ah bah non, mais de toute façon, de la manière dont il s'effondre quand il l'éteint, tu sens qu'il y avait Il fait une un qui tout pression double en fait énorme. là. Il Mais fait un oui, qui mais tout oui, double mais oui. sur sa carrière et c'est passé. Donc bravo. Ouais. Comme quoi, il faut croire en soi. Main event de cette UFC, donc bah, qui a tenu toutes ses promesses hein, jusqu'à maintenant. Jiri Prochazka versus Alex Pereira. Donc c'était pour le titre des lourds légers, titre qui était vacant puisque Jamal Hill bah, était blessé et donc avait laissé sa ceinture. Enfin bon, on sait que dans cette catégorie-là, de toute façon, c'est des chaises musicales pour ce titre. Alex Pereira qui lui vient de la catégorie du dessous et qui avait eu cet accès au titre après avoir battu Blachowicz. Donc Jiri Prochazka qui revenait de sa blessure à l'épaule. Beaucoup d'inconnus dans ce combat, beaucoup d'intensité dans ce combat. On le voit directement dès le face-à-face. Tu sens qu'il y a vraiment, les deux sont animés, quoi. Entre Pereira, qui reste impassible, dos à la cage, tu sais, de marbre, tout le temps que Jiri Prochazka fasse son entrée, qui rentre dans la cage, que Bruce Buffer puisse faire son petit speech et tout ça, le mec ne bouge pas. Je sais même pas s'il a cligné des yeux, le type. Tu sais, le mec, il est pas humain. Et Prochaska qui lui est très en avant dans la cage vers comment dire Alex Pereira et qui le regarde pareil, qui le fixe dans les yeux avec ce petit sourire. Tu sens qu'il n'y a aucune crainte dans ce combat-là. Enfin, tu sais, tu sens que Les le mec est. deux ont une foi inébranlable en eux. C'est fou. Il n'y avait aucun doute. C'est fou. Et ça se ressent tout de suite, quoi. Une intensité de malade. On rentre dans le round 1. Donc Pereira, patient. Tout simplement parce que le style de Prochaska est très dur à lire et on le voit tout de suite hein, qu'il a du mal à se mettre dedans, tu sais. Donc il commence avec prudence, avec ses calf kicks qui tout de suite font beaucoup de mal quand même Mais à il faut Prochaska ça. puisqu'il le fait chuter. Ouais, tout de suite il le fait chuter. Donc Jiri, lui pour le coup, il feinte intelligemment. Donc chacun son style. Il y en a un qui est sur la retenue, calf kick.
L'autre, il feinte intelligemment la lutte pour remonter sur ses frappes. Donc vraiment, il fait ses changements de niveau. Il feinte Toujours sur le avec. snatch single en se penchant comme s'il C'est allait ça. ramasser la jambe. Ouais. Ça, c'était pas mal fait. Après, je trouve ça plus efficace sur un lutteur, en fait. Parce que le lutteur aura une réaction de lutteur, dans le sens où il va chercher à reculer sa jambe, se pencher en avant, descendre les bras pour lutter. Là où ça n'a pas trop fonctionné avec Pereira, c'est que Pereira, il a simplement désengagé. Ce qui fait que quand Jiri remontait au visage, même s'il touchait, il touchait en bout de course. Parce que Pereira, il sortait de la distance. Il n'avait pas cette réaction de lutteur de reculer la jambe et de descendre les mains. Oui, ce qui fait que tu avais moins de dégâts, mais par contre, tu sentais que ça participait au fait que Pereira n'arrivait pas du tout à lire la boxe. Le premier round, il n'arrive pas du tout à lire la boxe de Prochaska. Mais même le deuxième. Mais même le deuxième, effectivement. Donc Pereira, lui, se déplace, il prend la mesure du style de Jiri, enfin du moins il essaye. Il commence à sortir avec son crochet du gauche tranquillement, tu sais. C'est vraiment ça. En fait, tu sens qu'il envoie son crochet du gauche en espérant le coup de chance. Tu sais, dès que Jiri commence à avancer, à rusher un petit peu sur lui, boum, il y a ce crochet du gauche en fait qu'il envoie comme une menace en fait. C'était plus que d'aller chercher à toucher, il l'envoie comme une menace. Jiri finit par prendre le single leg et Pereira, bah, encore une fois, il nous fait un bis repetitat de Blachowicz, c'est-à-dire qu'il attrape cette guillotine debout qui ne fonctionne pas du tout, juste parce qu'il est plus grand, il prend, il verrouille. Alors, tu voyais les commentateurs qui étaient là en train de Non, il faut est là, arrêter. et il a fermé les bras, c'est juste devant nous. Non, il était serein. Non, non, il n'y a Prochaska, rien il du l'a tout. Il y a rien arraché. du Ah bah tout. oui. On ne le voit même pas mettre le coup de rein, enfin, ponter, rien du tout en fait. Il serre fort, donc il y a une tension sur les cervicales. Et puis il peut même pas, parce que de toute façon, en plus, le fait d'être dos Il à la peut pas, il cage, est en fait, il plaqué à peut la pas cage. être. Eh oui. Faudrait qu'il saute, qu'il prenne la garde. Non, de là, c'était très compliqué. Non, en fait, il maintient la position, c'est tout. Il cherche à gagner du temps, en fait. Dans ces phases-là, Pereira, même dans les phases de sol, il cherche à gagner du temps, égrener les secondes, c'est tout. Ouais, mais tu sais, comme si en fait, il voulait faire peur à ses adversaires pour qu'ils désengagent. Sauf qu'en fait, quand tu as un peu d'expérience en lutte et au sol, tu te rends compte qu'en fait, tu risques rien. Et tu le vois d'ailleurs, Prochaska, il est pas du tout en stress. Il le prend, il l'arrache, il le jette au sol. Par contre, le fait qu'il conserve la guillotine fait que Prochaska a du mal à s'installer en fait sur son grand endpoint. Mhm. Tu vois, parce qu'il faut d'abord qu'il arrive à sortir la tête, et puis après il essaye de se mettre en place, mais tu sens quand même qu'il n'est pas à l'aise. Alors Pereira fait pas grand chose, mais par contre on voit quand même qu'il arrive quand même à faire en sorte que tu ne puisses À pas nu- vraiment t'installer pour frapper. C'est Il ça, bloque très loin, c'est ça. il enroule, mais il enroule pas vraiment en fait. Il vient coincer le gant entre son bras C'est et très son buste. particulier ce qu'il fait, hein, parce qu'il est à plat dos, Ouais. mais Les jambes très hautes. les jambes très hautes, mais il a quand même une faculté à prendre quasiment aucun dégât. Il a pris aucun dégât, hein. Il a pris de Il a quelques pris coups, trois coups de mais coude. Trois ouais, coups de coude, mais il a pris. il les prend pas plein fouet et Non. franchement, tu sens qu'il n'y a pas énormément de dégâts, mais il place ses mains exactement où il faut en fait pour pour nullifier ton jeu. Ouais, et puis tu sens qu'en fait, il a quand même beaucoup de puissance. C'est-à-dire que le peu qu'il fait, il dégage tellement de puissance en fait que tu as du mal en fait à actionner. En fait, t'as du mal à t'installer. Après, je pense que Prochaska aussi n'a pas cherché non plus à faire évoluer sa position pour pouvoir se retrouver dans une situation meilleure. Dans le sens où il aurait très bien pu essayer peut-être de casser, de pas chercher à frapper tout de suite, mais peut-être de venir en contrôle, de Mhm. venir orienter ses hanches, de venir sortir son genou, de venir prendre une demi-monte, de venir. Il y a tellement de choses à faire. Et vu ce que Pereira a proposé au sol, il bougeait pas. Tu sais que pour moi, c'est une énigme, hein. Ouais. Pour moi, ça reste une énigme de visuellement voir un mec aussi faible, entre guillemets, au sol, et qu'il n'ait pas eu de soumission encore. Je ne comprends pas. Donc, Bah c'est après, que vraiment, vraiment, parce que c'est du ressenti après, il doit être ultra puissant. ouais, mais attends, faut voir qui a eu en face de lui qui pouvait lui imposer une soumission au sol. Qui l'a amené au sol déjà et qui pouvait lui Blakovic, imposer. Blachowicz. Sauf que Blachowicz, en fait, ça se retrouvait. Alors déjà, il y a deux choses. D'une part, ça se retrouvait dans la garde à chaque fois. Donc, il passait pas la garde parce qu'effectivement, c'est dur de passer la garde de quelqu'un qui est puissant et qui a des longues jambes, tu vois, comme ça, comme c'est le cas de Pereira.
Et en plus de ça, c'était Salt Lake City, tu vois, où il n'avait pas le cardio pour pouvoir accélérer, pour pouvoir passer sa garde et tout ça. Mais Mais en même dans son vrai, dos. Il a été dans son dos à un moment, Blachowicz. ouais, mais dans son dos, où il était dans une position où il était pas complètement dans son dos, dans le sens où il était sur le fait, enfin, dans la position pour se relever, en fait, à des années, n'importe quoi, Pereira. Et là, on le voit, à partir du moment où il arrive à remettre le contact du dos avec la cage, il se relève avec une facilité déconcertante. Là, sa puissance, elle joue. C'est un Là, tu sens Lewis. que le mec, C'est un Lewis. Quand il ouais, c'est décide de ça, se lever, c'est le il se lève. Lewis des light heavyweight. Quand il veut se lever, il se lève. Ah Parce oui, que et là, ça se ressent. son retour debout, il est dégueulasse, hein. Franchement, Hmm. au début, il a le bras sous l'aisselle. Ensuite, il passe sur la tête, il se relève. Et il remet le Wheezer au dernier moment quand même. Mais ouais, franchement, c'est limité, hein, techniquement. Il se lève en force. Mais jamais de la vie, il est marron. Jamais de la vie, les ceintures marron. Je comprends pas. Enfin, franchement, honnêtement, je comprends pas comment Teixeira a pu lui donner sa ceinture marron. Enfin, j'aimerais bien le voir tourner en grappling, hein. Mais, euh, mais en tout cas, en MMA, il a rien montré. Et je suis sûr que si Prochaska, il avait juste essayé de, au lieu de chercher à prendre de la distance pour frapper, mais plus à casser cette distance pour ajuster une position et Ouais, ensuite en fait, frapper. il faut le grappler, Pereira. Mais oui, Faut mais pas oui, chercher à lui mettre des dégâts, il faut le grappler. mais En oui. pur grappling. En plus, il a un plat dos, donc ouais, tu contrôles le haut du corps. Knee slide, tu prends une position et tu fais du grappe, en fait. Ouais. Ouais, non, non, mais je comprends pas. Je comprends Après, pas du bon, tout. il doit y avoir un ressenti particulier, je pense. Je pense Ouais, que ouais, c'est ouais. pareil que ce que tu disais sur Lewis. Tu sens qu'à tout moment, il peut t'éjecter, en fait. Alors oui, oui, ouais, ouais, ouais. Après Lewis, il y avait encore ce truc en plus où c'est son gabarit, tu sais, qui fait que aussi sa rondeur, qui fait que tu sais, t'as du mal à t'installer sur lui. C'est pas le cas. Enfin, alors je suis d'accord avec toi dans le sens où effectivement il peut t'éjecter, il a des longs segments, mais pour ça, il faudrait quand même que déjà il mette ses jambes de telle manière qu'il puisse monter. Tu vois, mais ses jambes, il les laisse très hautes. Tu vois, là, il a été dans la demi-garde, mais il avait aucun contact avec le sol. Enfin, tu sais, ses jambes Hmm. étaient très hautes. Son dos, il était à plat. En fait, il y avait rien qui lui permettait de pouvoir exploser à n'importe quel moment pour revenir au-dessus. Tu vois, Ouais, c'est vrai. physiquement. Ouais, non, c'est vrai. Donc je comprends pas. Tu vois, Lewis encore, il avait ce truc où il est à plat dos, effectivement, mais il y avait la position montée. Et la position montée, on sait que, tu vois, si tu as du mal à t'installer parce que lui était très large, tu vois, quand tu te retournes et tout ça, c'est dur. La position montée, c'est pas forcément une position facile à garder. Là, tu es dans la demi-garde. La demi-garde, tu peux rester en position, il n'y a pas de problème. Bras sous l'aisselle, contrôle, la tête posée du bon côté, tu sais, à l'opposé, tu sais, ou même inverser tes hanches, pousser sa jambe pour pouvoir sortir la pointe de ton genou, revenir en quarter mount et repartir en e-slide ou pas. Enfin, t'as plein de choses à faire. T'as plein de choses à faire et surtout avec un adversaire qui reste dos au sol, tu vois, qui est pas sur le côté. Donc effectivement, je comprends pas en fait, mais je pense que c'est plus Prochaska qui est dans son délire de vouloir finir l'adversaire et qui est pas forcément non plus un mec très très fort au sol. On va pas se mentir. C'est pas non Mhm. plus l'élite du sol. Non, c'est vrai. Alors il a l'instinct de la soumission, mais c'est pas non plus. On le sait, hein, on l'avait dit quand il est sur le dos. Finalement, il se comporte pas bien différemment que ce qu'a fait Pereira là, hein. Enfin, tu sais, il attend le bon Non, non, moment c'est vrai, c'est vrai. pour remonter en puissance. Hmm. Donc effectivement, tu vois, j'aurais bien voulu voir Teixeira, si c'était pas le coach et l'élève, Teixeira contre Pereira. Ouais. Tu vois, ça, c'est un combat qui m'aurait intéressé. Et je pense que Teixeira gagne contre Pereira au sol. Ouais. Bah, sur le papier, oui. Après, faudra le voir en vrai, mais sur le papier, oui. Et Ouais, sur le papier, tout mec qui a un bon sol gagne contre Pereira. ouais. Enfin bon, bref. En tout cas, il finit par se relever. Et par contre, le truc qu'il fait bien, c'est que quand il arrive debout, il arrive à, tu sais, à tirer la tête de Jiri, tu sais, à faire un petit décalage pour pouvoir lui Pour sortir. ressortir, en fait, sortir par le côté ouvert. Euh, S'ensuit un petit échange en boxe. Et Ouais. puis Tu derrière, sens quand même qu'il est un peu fatigué, hein. ouais, ouais, ouais. Ça se Et ressent même qu'il, qu'il a besoin de récupérer un peu. Alors, il gère très bien ces phases-là, hein.
Franchement, il y a Oui. pas de. Tu sens que c'est vraiment beaucoup d'expérience. Quand il est sur ses pieds, quand il est en striking, il peut se permettre d'être fatigué, il va gérer en se déplaçant, en soufflant. Il s'expose pas, donc il gère très bien. Non, non, je suis d'accord. Et puis en plus de ça, enfin, t'as ce côté fatigue, mais t'as aussi ce côté sursaut d'orgueil, où tu sens que dans le visage, il commence un peu plus à être Exactement. énervé, tu Et je vois. l'ai noté. Je Ouais, l'ai noté. Tu sens que c'est ouf parce que sur son visage et sur son attitude, tu sens quand il vrille, Pereira. Tu sens quand il veut finir. Même dans c'est ses ça. mains. Souvent, il a les mains ouvertes et là, il va fermer les poings. Je vais te niquer. Exactement. Donc, fin de premier round, effectivement, ça se passe comme ça, où tu sens qu'il y a un changement d'attitude de Pereira. Round donné à Prochaska. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, je le donne à Prochaska. Ouais, alors, je le donne à Prochaska en termes de points. Par contre, si on doit se baser sur les dégâts et sur le long terme, je pense que Pereira prend l'ascendant avec son travail en calf kick. Ah, parce que quand même, les frappes en boxe, Non, notamment t'as pas compris ce que je dis. Non, non, j'ai compris, tu as parlé du dégât sur les calf kicks et tout ça, le fait qu'il fait plus mal. Mais, euh, mais quand même, tu prends les foudres qu'il prend, c'est parce que juste il le montre moins, tu sais, dans le poker face, tu vois. Non, pour moi, Mais il est pas du tout sonné. Pas du tout. je je parle pas de sonner, mais il touche durement quand même. Il y a quand même du dégât, tu vois. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Enfin bon, c'est pas les 4 ou 5 calf kicks qui font la différence, quoi. Pour moi. Attends, en boxe, il touche beaucoup plus. D'ailleurs, on le Non, voit, non, hein, enfin, il gagne le round facilement. oui, Il gagne le round oui. facilement. Je te dis que sur le long terme, je pense que le travail de destruction de Pereira, il est plus intéressant. Attends, oui, non, mais toi, quand tu parles sur le long terme, tu parles dans le combat. Je parle si le combat est amené à Ah durer. oui, oui, mais on parle du round par round, donc, Oui, non, je donc suis oui. d'accord. Non, Mais non, c'est pour ça que je Ah te oui, dis, non, mais je vois ce que il tu veux gagne le dire. round Donc là, Prochaska. non, mais tu sors, en fait, tu sors du côté round, de qui gagne le round, tu parles de la stratégie sur le long Oui, terme. exactement. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Round 2. Donc Pereira rajoute en fait son gauche-droite en ligne qui touche bien tout de suite. En fait, tu sens que voilà, il est plus dans l'objectif, on l'a dit, hein, il reste sur ce qu'il a capitalisé en termes d'état d'esprit en fin de premier round. Il veut finir, en tout cas, il veut rajouter de quoi pouvoir finir. Donc il rajoute son petit gauche-droite en ligne. Il prépare toujours son crochet du gauche en contre sur les avancées de Prochaska. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est toujours ce coup d'alerte. Tu sais, ce crochet, dès que Prochaska il avance, il envoie le crochet. Des fois, Prochaska il est à 10 km, il envoie quand même le crochet, mais pour dire attention, il est là. Tu sais, c'est vraiment Mm. ça. Euh, il a toujours du mal à lire la boxe de Prochaska. Et on le voit sur ses accélérations où, en fait, où Jiri touche très bien. Il passe au-dessus et en dessous en fait de la garde, enfin de la boxe de Pereira. Tu sais, il envoie ses uppercuts, il envoie des crochets, des overhands. Et tu sens en fait qu'il arrive très bien en fait à varier cette hauteur, à faire ces petites ondulations dans son jeu qui font que Pereira il sait pas trop comment l'aborder quoi, où toucher, quelle est la cible à toucher. Tu vois, c'est vraiment ça. Il a du mal à le faire. Il y a qu'un moment où il arrive à capter une action-réaction de Prochaska, c'est quand il envoie Sur high kick. son high kick, en fait, où il envoie le jab, il voit que Prochaska se penche vers la gauche et il feinte le jab, il envoie le high kick de la droite et il arrive à le toucher. D'ailleurs, Prochaska acquiesce. Il dit, c'est bien, tu m'as eu. Là, pour le coup, je l'ai bien pris. J'adore ça. Chez Prochaska, le mec est capable de s'arrêter et de dire, oui, oui, celui-là était bon. Il était vraiment bon. Ce qui est dommage, c'est que Prochaska, il a arrêté ses feintes avec la lutte. En fait, il est uniquement dans la boxe là. T'as l'impression qu'il a mis à part, ça y est, j'ai lutté au premier round, maintenant j'arrête, on va se la mettre debout. Pour moi, c'est une grossière erreur. Ça marchait très bien. C'est une très grosse erreur de sa part. Non, je pense qu'au-delà des feintes, il fallait lutter, clairement. Oui. Il fallait lutter, là, il fallait le remettre. Ouais, il fallait le remettre sur le dos. Il nous a montré qu'il était capable de le faire. Mm. Oui, c'est clair, c'est clair. Et donc il choisit quand même les phases en boxe et tu sens qu'il a de la réussite quand même. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il a de la réussite parce Mais que en fait, tu il, vois, il a. c'est le piège de Pereira.
C'est ça le piège de Pereira. C'est que Pereira, il a une garde particulière, on l'a dit. Mhm. Tu sais, il est pas fermé, il est ouvert, il met la tête en arrière. Mais je le sens pas inquiet. Je le sens pas inquiet du tout, en fait. Il accompagne les coups. Alors, il en prend, Il hein. Non, accompagne les coups avec son visage, hein. ouais, il accompagne les coups. Il les prend pas plein fouet. Il tourne la tête. Franchement, il n'est pas touché. Il n'est pas touché. Ah, J'ai bien regardé. Il prend, sur les longues séries, il prend un ou deux coups. Mais après, il y a plein de trucs qui passent dans l'épaule, qui passent à côté. Il n'est pas plus touché que ça, hein. Ouais, 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 mais il y a C'est quand un même une puncher, phase là. Prochaska, hein. S'il l'aurait bien touché, on l'aurait vu, hein. Ouais, mais il a quand même un sacré menton, hein. On l'a dit, il a effectivement cette zone ORL là derrière l'oreille où il a cette faiblesse. Mais par contre, tout ce qui vient, tu vois, sa mâchoire, elle est tellement carrée. Tout ce qui vient là de face, quand même, il l'encaisse très bien. En Et plus, il y il a un moment voit, quand même parce qu'il bouge où, pas, il voit bien ce qui arrive. oui, il y a un moment où il est acculé à la cage, là, où il prend, où justement, tu sens qu'il prend la foudre et il accuse le coup. Il en prend quand même pas mal sur cette phase-là, tu sais, où ça remonte, ça redescend. Enfin, tu sais, il y a vraiment cette phase qui est plutôt pas mal, hein. Euh, mais tu sens que le crochet comment dire, le crochet touche de plus en plus quand même. C'est vraiment ça. Ouais. C'est au fur et à mesure, il commence à toucher. Et tu vois, ce qui est dommage, c'est que quand Prochaska l'accule à la cage, tu sais, et arrive à lui mettre les crochets, c'est qu'il ne sort toujours pas de lutte. En fait, c'est ça qui pose problème. Mais Et en fait, il temporise pas avec sa lutte, ce qui non, mais fait qu'il s'expose à des contres. tu vois, le piège, il est là. C'est qu'il a la sensation de le toucher. Il a la sensation de le dominer debout. Donc, il se dit, pourquoi lutter? Je suis en train de prendre l'ascendant. Je suis en train de lui mettre plein de volume, il n'y a pas de répondant. Ouais, 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 non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Et c'est vrai que pour Pereira, il en suffit que d'une, hein. Parce que là, bon, après, Giry le colle à la cage. Il gère bien, hein. Enfin, c'est Pereira aussi gère bien. Enfin, pour le coup, et encore une fois, à la cage, on sait que quand il est dos à la cage, il arrive à faire du dégât. Donc c'est pas mal. Même si Prochaska arrive à mettre quelques coups de genou et tout ça, tu sens qu'il capitalise pas suffisamment. Ouais. Et au lieu de venir sur le single comme il l'a fait sur le premier, non, Il il tente le tente un petit balayage taille, balayage. petit C'est ça. décalage, ouais. Bon, ça fait pas chuter, mais ça a au moins le mérite de le faire rompre le contact sans dégâts. Ça, c'est déjà pas mal. Jiří, il a un bon coup d'œil, hein, sur ses attaques. Tu sens que quand même il esquive les jabs et tout ça. Enfin, tu vois que dans les esquives, il est bien. Tu sens qu'il est bien dans son combat. Mais c'est juste que il y a un moment, il avance en fait sur Pereira. Et là, c'est un crochet du droit. Mais c'est même pas. Il touche à peine. Franchement, honnêtement, quand tu regardes, il le touche même pas clean, tu vois. C'est pas comme son crochet où vraiment tu sens que le point vient en percussion sur le visage de l'adversaire. Là, il touche à peine la tempe, le coup il glisse un petit peu et pourtant, tu vois Prochaska qui tombe, qui fait l'ascenseur. Tout de suite, il vient chercher le double Mais leg. les deux, ils touchent. Il met crochet droit, crochet gauche. Il met crochet droit, crochet gauche, mais c'est le droit qui fait qu'il tombe. Le gauche, limite, il passe au-dessus. Il touche, mais il touche vite fait, Je tu suis vois. pas sûr, hein. Ah, quand je le vois, quand je revois le ralenti, Pour moi, vraiment, il le c'est prend en le. pleine tête, le gauche, hein. C'est au gauche qui descend. Ah, c'est sur le droit qui descend. Revois la vidéo, mais sur le droit, il descend. Parce que justement, j'ai bien fait attention à ça. Et sur le droit, il descend. Effectivement, il y a le gauche qui suit, mais dès le droit, Parce qu'on il sait, tombe. on sait que le gauche de Pereira, et c'est ça qui est impressionnant, justement, c'est qu'on a l'impression que même avec un petit recul, tu vois, avec une Hmm. petite envergure, je veux dire, il éteint les mecs. Et on ressent pas la puissance sur son gauche, en fait. C'est ça qui est traître. Ouais. Mais là, c'est sur le droit, hein. Tu verras, tu re-regarderas, mais c'est sur le droit. Bref. Et donc, en vrai, peu importe. Il tombe. Il Il tombe, tombe. Il est il prend déconnecté le pour double le coup. leg. Voilà, il prend le double leg. Et là, Pereira, tu sens qu'il y a un temps d'hésitation. Est-ce que je défends la lutte ou est-ce que je frappe? Et en fait, très rapidement, il se dit, voilà, je vais frapper. Il se dit, pourquoi je vais défendre la lutte? Je sais pas faire. Donc, il envoie des marteaux suivis de coups de coude. Et tu sens que ça fait mal. Ça fait mal. Tu sais, c'est le genre de situation où tu veux, en fait, désengager parce que tu ne veux plus les prendre. Et c'est là où, en fait, où Prochaska, en fait, s'assoit et balance Pereira qui tombe finalement en position montée. Et l'arbitre arrête tout de suite le combat. Pour moi, pour moi, il s'assoit pas, hein. Pour moi, il est déconnecté une deuxième fois. Parce que son corps, il se relâche complètement. Tu penses? Ou Ah, est-ce je que suis t'es. Alors sûr, moi. attends.
attends, je vais nuancer le truc. Est-ce que tu penses, enfin, je vais te poser une question. Est-ce que si Prochaska ne dit pas qu'il a été déconnecté, Non, est-ce mais que tu, pour moi, il est déconnecté. Avant parce qu'ils le que disent. c'est pas ce que tu m'as dit en off quand à la fin du combat. Non, ce À que la je fin t'ai du dit, je combat, t'ai tu dit me que ça a dis été il a arrêté arrêté trop trop tôt. tôt. Bien Oui, sûr, oui. bien sûr, mais pour moi, il est déconnecté quand même. Après, quand il chute, il réagit, mais pour moi, sur le coup de coude, il est déconnecté. Sur la droite, il est déconnecté. Sur le coup de coude, il est déconnecté. Je sais pas. Moi, c'était plutôt, je le ressentais plus parce qu'il y a quand même une action. Tu vois, s'il avait été. Alors attends, regarde. Tu prends, il prend les coups de coude, il est en position où il colle avec son double leg, enfin sa tentative de double leg, tu sais, Pereira à la cage. Hmm. S'il tombe, s'il est déconnecté et qu'il tombe, il n'y a pas ce mouvement où, tu sais, d'absorption, tu vois, où tu viens essayer d'absorber ton adversaire avec toi. Tu tombes, net. Tu vois, tu prends les coups, tu vas Mais tomber. Là, l'absorption, elle vient de la pression vers l'avant de Pereira avec ses hanches qui pèsent sur lui. Donc forcément, il tombe sur lui. il pèse pas sur lui. Il pèse pas sur lui puisqu'il recule ses fesses pour pouvoir mettre ses coups de coude. Il crée de la distance. Je suis en train de regarder là. Il est absorbé par lui. Il pèse Non, pas sur lui. il est déconnecté. Tu sais pourquoi il est déconnecté? Parce qu'il lâche complètement les jambes de Pereira quand il tombe. Il les lâche complètement. Son bras Bon, écoute, gauche, il lâche la cuisse. de toute façon. Mais en tout cas, tu vois qu'il pèse pas sur lui. Tu vois, tu sens qu'il recule ses fesses pour mettre le coup de coude. De mémoire. Hein. Non, il recule ses fesses, mais comme il est, en fait, son buste repose sur Prochaska. Donc si Prochaska tombe, Pereira tombe en avant. Ouais. Enfin bon, en tout cas, voilà. Il n'y a pas de débat de toute façon puisque Prochaska a dit qu'il était déconnecté et Il a dit qu'il était que out. Ouais. et voilà, il ne refusait Ouais. pas, il ne critiquait pas l'arrêt de l'arbitre, même si tout le monde sur le coup a dit que le stoppage avait été trop tôt. Et nous les premiers. Hein. Et nous Moi, les premiers. quand je le vois la première fois, je me dis non, quelle erreur. Quelle erreur, parce qu'il réagit. Mais bon, après, en le re-regardant, avant même que Prochaska le dise, hein, je le vois déconnecté 2 fois. Et puis après, il confirme en conférence qu'il est bien out. Bon, Ouais, après, est-ce ouais. qu'il le dit pour l'honneur, entre guillemets? Alors, c'est ça. C'est en fait moi c'est la question que je me pose. C'est est-ce que son côté samouraï, tu sais, lui fait dire ça parce qu'il ne veut Je pas veux pas justement chercher faire de d'excuses. polémique. C'est ça. J'ai perdu, j'ai perdu. Parce qu'il est quand même vénère hein, au début hein, sur le, Ouais, mais le, c'est le jour logique. J. Sur le coup, Donc c'est euh, logique. donc voilà, il est dans l'incompréhension. Et après il y a une deuxième chose, c'est que n'oublions pas que contre Reyes, il a été déconnecté aussi. Ça ne l'a pas empêché d'aller chercher la victoire derrière et de finir sur KO, enfin avec ce coup de coude retourné sur Reyes. On sait très bien qu'il y a dans le MMA, beaucoup de moments où tu es déconnecté, et puis après, quand tu reprends tes esprits, tu repars. Moi, pour moi, je vais rester sur le fait que pour moi, le stoppage, il a été trop rapide. Parce que Godard, alors certes, il est peut-être plus près que lui, plus que nous, et qu'il a peut-être vu l'attitude de Prochaska, mais je sais pas, de l'arrêter tout de suite dès qu'il touche le sol comme ça, sans qu'il y ait au moins, tu sais, une frappe, ne serait-ce qu'une frappe qui n'aurait pas créé franchement beaucoup plus de dégâts, hein. Ben, va Honnêtement, savoir. ouais, ouais. En fait, honnêtement, je pense que avec le recul, le mec a été déconnecté 2 fois. Donc partons du principe qu'il prend 2 KO. Donc potentiellement 2 commotions. Quel intérêt de mettre un troisième? Parce que si on part sur ce principe-là, on n'arrête pas le combat Mackenzie Dern contre Andrade, on laisse. Puisque Ah, finalement, elle est tombée, elle est parfaitement lucide, elle se met même en orange en l'attendant. Il faut aller oui, non mais jusqu'au bout, il faut finir le alors, boulot. mais tu sais que honnêtement, enfin, quand il l'arrête, pour moi, enfin, il n'est pas censé l'arrêter normalement. Il l'arrête parce que voilà, il se dit, en vrai de vrai, si on suit le truc, il n'est pas censé l'arrêter parce qu'elle n'est pas KO, parce qu'elle est tombée. Effectivement, combien de fois il y a eu des combattants qui se sont laissés tomber comme ça 1 milliard de fois et qui n'ont pas été arrêtés. Ouais, Il, mais il l'arrête ça parce ne que choque pas parce qu'il l'arrête pour la préserver de ce qui va arriver après, pour moi, en fait. moi, je pense qu'il l'arrête plus parce que Dehan, tu vois, elle montre dans son langage corporel, parce qu'il y a un moment, tu vois, il l'arrête pas tout de suite. Il y a dans le langage corporel un truc qui fait dire, ça y est, j'en peux plus.
Tu vois, vraiment dans le regard, genre, un peu comme le mec qui m'avait regardé, tu sais, tu peux faire quelque chose quand j'avais arbitré. Ouais, mais debout, tu vois, elle échange. Mais, Elle est dans l'échange debout. Même si non, elle se mais fait cueillir, elle est dans l'échange. on est d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sens que là, on est dans un bis repetita, tu vois, c'est la 3e fois, 4e fois que ça arrive. Dan le regarde en disant, ouais, de toute façon, j'ai plus la solution. Tu sais, c'est plus un abandon par le regard qu'autre chose. Parce que l'arbitre, il arrête pas tout de suite. C'est pas dès qu'elle tombe au sol, il l'arrête, tu vois. Il la regarde, il se regarde. Bref, Parce que ça on va vient l'arrêter. d'arriver. En fait, elle a pris 3 knockdowns. Lui, il vient. En fait, là, il en a pris 2 dans Mais un c'est même, temps attends, très court. Terme, c'est même pas vraiment des knockdowns, hein. Il y en a peut-être, oui, mais il y en a certains, Non, ouais, c'est plutôt, elle prend des frappes, elle tombe, tu vois. ouais. C'est plutôt plus se laisser tomber que d'être knockdown, tu vois. Parce que t'en prends pas 3 comme ça, hein. Bah, raison de plus. Un knockdown, c'est pire. Donc, non mais, on est d'accord. Mais t'es dans un combat pour une ceinture. On sait très bien que pour une ceinture, normalement, il laisse un tout petit peu plus de temps. Tu sais, c'est le combat où ils se permettent de laisser un peu plus de temps. Il prend le premier knockdown, il tombe, il réagit très vite. Tu vois, il est là, il prend en lutte. Bon, ok. Il prend les coups de coude, il se laisse tomber. En fait, quand je dis ça, c'est-à-dire que là, il a arrêté à partir du moment où c'est tombé directement. Tu vois, alors que tout le monde a vu, alors on n'est pas aussi proche, mais en première lecture, un truc où il tombe au sol et derrière, il y a une suite au sol. En plus, surtout quand tu le vois que directement, dès que Godard il arrête, tu sais, il fait sa roulade, il est là, il est conscient. Tu vois, c'est Ouais. pas comme s'il était Non, je resté vois ce au que tu veux sol. dire. Non, je vois Tu ce que vois ce tu veux que je veux dire. dire? Mais sa Donc, réaction. donc, donc moi, quand je vois ça, ça veut dire que s'il a la capacité de rouler et d'être encore conscient, pour moi, c'est que potentiellement, quand il a percuté le sol, tu vois, il a eu ce réveil. On le sait très bien, ça arrive des fois. Tu sais que quand tu viens, t'es touché, t'es knockdown, tu vas au sol, le mec, il vient, il te met un premier marteau, ça te réveille, Ça te tu reviens, t'es réveille. dans ton combat. On le sait très bien. Et donc, à mon sens, il n'est pas déconnecté une fois qu'il a touché le sol. Tu vois, après, je suis pas aussi proche. Attention, je mets une réserve parce que je suis pas à la place de Godard, qui était sûrement beaucoup mieux placé que nous pour le voir, tu vois, pour Ouais. voir En fait, le regard. c'est une phase de combat hyper dur à juger. Parce que c'est C'est un ça. espace. En fait, on voit pas la tête de Prochaska, parce qu'il est au corps à corps. On voit pas vraiment l'impact des coups de coude. Enfin, on a du mal à le ressentir, parce qu'il n'y a pas d'amplitude. Donc, lui, le ressent mieux que nous. C'est ça. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, tu peux attendre un quart de seconde supplémentaire dans le sens où tu laisses Pereira s'installer sur sa phase pardon, tu le laisses s'installer sur sa monte et tu vois la réaction de Prochaska. En fait, là, à peine ils sont arrivés dans la position, il s'est jeté. Moi, alors après, je dis ça, hein, attention, hein, je suis pas arbitre ou quoi que ce soit, hein, mais de ce que j'aurais voulu voir, entre guillemets, c'est il s'installe dans sa position, il vient, il commence à armer une frappe. Tu sais, tu pouvais attendre un quart de seconde supplémentaire, même sans laisser la frappe. Mais il s'installe, tu vois Prochaska, tu le vois comment il réagit, est-ce qu'il est vraiment passif ou pas. Et là, tu te jettes, tu stoppes le truc, tu vois. C'est plutôt Ouais. dans ce sens-là, tu vois. Après, bon, je Non, mais, chipote, hein. ouais, Je non, suis mais en c'est train de vrai. Non, chipoter, hein. non, non, je suis d'accord. Mais je pense que dans la demi-seconde où ça se passe, t'as pas le temps de penser à tout ça. Ouais, 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 non, mais je dis pas. Mais après, attends, Godard, on parle de Godard, hein. Tu sais, Ouais, en fait, justement. c'est-à-dire que Justement, en fait, on parle de Godard. Donc, je me dis qu'il, sur son ressenti, il a dû sentir que c'était compliqué, tu vois. Après, le fait ouais. qu'il bouge, comme tu as dit, il y a des mecs, voilà, ils sont déconnectés, ils bougent. En fait, c'est un réflexe naturel quasiment. Comme il dit, en Ouais, fait, ouais. il le dit, il a dit son corps était encore dans l'esprit de combat, tu vois, mais il a été déconnecté. Écoute, Parce que combien t'as de combattants aussi qui disent, voilà, j'ai pris un knockdown et derrière, j'ai fait tout mon combat. Même, il y en a certains qui ont gagné et qui se disent, à partir du moment où j'ai pris le knockdown, je ne me je m'en souviens de rappelle rien. plus. Ouais. Tu vois? Donc, il y en a plein, hein, comme ça, hein, bref, en tout cas, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Tu sais, ce stoppage-là, je le compare à un que j'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai revu. Tu sais, où Ben Askren, il met la bulldog choke Ouais. à, Robbie euh, Lawler. à Robbie Lawler, tu vois. Où Robbie Lawler, en fait, n'est pas du tout endormi, mais le fait qu'il ait laissé tomber son bras faisait penser qu'il s'était endormi, tu vois. Et après, il lui dit, mais non. Et en fait, tu vois, c'était Herb Dean qui dit, ah putain, merde, désolé. Mais en même temps, le langage corporel montrait que. Donc Mhm. c'est pour ça. Après, là, on chipote, on fait de la polémique, on est en train de faire un podcast, il fallait qu'on fasse 1 heure et demie. Bon, bah là, on est dans les 1 heure et demie, je peux arrêter de. Je peux arrêter la polémique.
Non, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y aurait eu moins de débat sur le fait que l'arrêt soit un peu trop prématuré si il avait juste laissé au moins s'installer Pereira dans sa position, tu vois. Ouais. Non, ouais. Non, mais oui, c'est sûr. Mais après, il n'y a pas eu, finalement, il y a eu des réactions à chaud, mais je vois pas une énorme polémique non plus sur l'arrêt. Pourquoi? Bah, parce que derrière, Prochaska, il a dit bah non, j'étais dans la boîte, tu vois. Donc ouais. Après, c'est comme on dit, c'est son côté samouraï, tu vois. C'est voilà, j'ai perdu, c'est de ma faute. Tu vois, c'est de la faute de personne d'autre. C'est très louable hein, et au contraire, hein, c'est très bien. Mais en tout cas, pour l'histoire, c'est une bonne chose. Parce que donc effectivement, Pereira gagne par KO donc au deuxième round. Déjà première chose, hein, il appelle Adesanya à venir monter l'affronter dans cette catégorie-là. Le mec, tu sens qu'il en a pas fini avec Adesanya. Bon, est-ce que ça se fera ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que ça le fera sortir Il fait de une sacrée sa déclaration au micro. T'as euh, traduit tout ce qu'il dit? non, vas-y. Attends, Oui, enfin, sûrement, mais je me où il souviens plus. dit qu'Adesanya un jour avait dit que il finira alcoolique dans un bar à le regarder briller au sommet. Et il dit c'est grâce à cette déclaration que ça m'a motivé à justement pas finir alcoolique. Et il dit aujourd'hui c'est à moi de l'aider. Donc c'est pour ça que je l'appelle pour venir m'affronter. Genre pour le sortir de sa dépression, comme il a dit qu'il reviendra en 2027, tu vois. Donc non, effectivement, je n'avais pas écouté. Ouais, ben oui, bah c'est bien, c'est une bonne chose. Tu vois, finalement, en fait, Ouais, mais c'est les Adesanya, il est frères pas ennemis. pour. Hein. Il est pas C'est les pour du frères tout. ennemis. Ah non, bah oui, c'est les frères ennemis. Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, pour l'histoire, c'est ce que je disais. Pereira, il faut comprendre que c'est 7 combats à l'UFC, 3 combats pour le titre, 2 ceintures dans 2 catés différentes en 2 ans. C'est parce qu'il a commencé à l'UFC le 6 novembre 2021, presque 2 ans, même jour pour jour. Et là, il a cette deuxième ceinture le 11 novembre 2023. Et c'est surtout C'est impressionnant. quatre champions ou anciens champions, c'est ça, qui l'a battu. Blakovic, Strickland, Strickland, Blachowicz, Adesanya, Adesanya, Prochaska. Prochaska, 4. C'est Il ouf, faut hein, savoir qu'il était déjà double champion du au Glory dans Glory, 2 catégories dans les mêmes différentes. catégories. Alors, ok, il a eu un chemin facilité. C'est la vérité, hein, on va pas se mentir. Mhm. Mais en tout cas, dans les combats qu'il a eus, c'était des mecs forts. Et il a montré qu'il était présent. C'est vrai. Bien que limité. Bien que limité parce que Mais c'est ça qui est encore plus fort, en fait. Ouais. Je t'ai fait la fameuse vanne en off quand on regardait l'UFC. Je sais pas si vous connaissez tous les inconnus, si vous avez tous la rêve de Bioman. Bioman, je suis Bioman jaune devant et marron derrière. Bah lui, c'est pareil pour sa ceinture. Les jaunes devant, marron derrière. Non, non, c'est. Non, non, sol catastrophique. Bref, j'aimerais bien l'affronter au sol. C'est mon petit kiff. Tu vois, j'aime bien, moi, tester les gens et voir. J'aimerais bien. Si un jour j'avais l'occasion, ce qui n'arrivera jamais, En mais kimono. non, non, Nogi. Mais même en kimono, pourquoi pas? Non, mais en Je suis vrai, je sûr m'en qu'en fous, kimono, mais il est chiant. bien sûr, bah, et tout le monde est chiant en kimono quand il a de la force. N'importe qui est capable de te gripper très fort peut être chiant. Mais non, en Nogi, on est sur du MMA, donc ça serait sur du Nogi. J'aimerais bien, si un jour j'ai l'occasion. Si tu nous écoutes, Pereira, Alex, si Deus quiser, on a des open euh, mat le dimanche matin, si tu veux. ah bah, pourquoi pas. Donc voilà. Ouais. En tout cas, belle UFC. Belle UFC, franchement, il a tenu toutes ses promesses. Alors effectivement, il n'y a pas eu les combats, le combat qu'on attendait, qui était Jones Miocic, qui était vraiment le joyau de cette UFC-là. Mais voilà, pas de déception. Il y en a beaucoup qui ont regretté le fait que justement ça aille beaucoup trop vite. Mais en fait, non, moi je suis pas d'accord avec ça. En fait, ça a Euh, été très vite, mais il s'est passé beaucoup de choses. c'est ça. C'était pas que de la brutalité premier round, que voilà, des mecs qui moulinent et qui mettent des KO. Il s'est passé beaucoup de choses sur tous les combats, en fait. Bah, tu vois, si on fait un parallèle avec l'UFC qui était censé être la plus grosse carte UFC de l'année, qui était à Abu Dhabi, le dernier, et ben, j'ai trouvé cette UFC-là beaucoup plus intéressant. Tu vois, pourtant, il y a eu des KO au premier round de part et d'autre, mais cette UFC-là était beaucoup plus intéressant. Alors attention, je vous vois venir, effectivement, non, c'est pas parce que nos pronostics cette fois-ci étaient bons, en tout cas pour ma part, mais c'est vraiment parce que quand tu regardes des combats comme
Chimaev contre Ousmane, par exemple. Enfin, tu vois, c'est quand même beaucoup plus poussif. Il y a beaucoup plus de moments où il se passe rien que dans cette UFC-là. Tu vois, par exemple. Enfin, je sais pas, il y a Ankalaev contre Johnny Walker. Tu vois, enfin, t'avais plein de combats comme ça qui n'ont pas tenu leurs promesses, ou en tout cas qui étaient un peu bizarres. Là, pour le coup, tous les combats, il s'est passé effectivement beaucoup de choses. Il y avait de l'intérêt, il y avait de la variété technique. Il y a eu effectivement des KO au premier round, mais qui étaient très bien construits. Non, c'était vraiment, vraiment très propre. C'était vraiment très propre, du premier au dernier combat. Ouais. Non, non. Et puis on a hâte de voir la suite en plus. Même sportivement, ça avait du sens, les combats qu'il y avait, tu vois. C'est-à-dire Ouais. et il y avait le spectacle, et il y avait du sens avec des mecs qui ont confirmé, qui sont montés dans les classements, des nouveaux champions. Donc c'est un UFC vraiment parfait. J'ai pas vu les prélims, mais apparemment il y avait aussi une très grosse guerre dans les prélims. Ouais, j'ai pas vu non plus. J'ai pas vu non plus. D'ailleurs, Pereira, Jamal Hill, prochain. Jamal Hill, il revient pas tout de suite, je crois, hein. Ouais. Ouais, ouais, je Ça crois veut pas dire qu'il quoi? revienne tout de suite. Ça veut dire quoi, pas tout de suite? Faut d'abord qu'il sorte de son obésité morbide, Potentiellement. déjà. Alors, je sais plus exactement, mais je crois que c'est vraiment pas tout de suite. Je crois que c'est encore peut-être 6 mois. Moi, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est pas tout de suite. Le truc que je me dis là, c'est que le meilleur move pour l'UFC. Alors, il y a deux moves. Déjà, ils ont rebooké Ankalaev Walker. D'accord. Donc, potentiellement, le vainqueur, je pense que ils peuvent le mettre au titre, parce que cette KT, ça va très vite. Et puis, il y a le retour de Rakic. Ah oui, Rakic. Ah, c'est Rakic, c'est ça, hein, Alexander Oh, oui, oui, Rakic, oui, bien sûr, oui, oui. qui va combattre contre Blachowicz. D'accord. Alors, je pense que ça ferait les intérêts de l'UFC que Rakic fasse une grosse perf contre Blachowicz pour le faire Oui, monter très vite, depuis le temps qu'ils veulent le faire monter. Et ben, de toute façon, je pense que c'est un des meilleurs dans cette KT. C'est un de ceux oui, qui m'a le plus impressionné, moi, quand il est en forme. pareil. Donc, ouais, ça peut être sympa. Non, non, oui, effectivement, oui, Rakic, la perspective de Rakic serait celle qui me plaît le plus, parce qu'en Ouais. KLAF, Et voilà. en Kalaev, il peut battre Pereira, hein. Stylistiquement, il a ce Ah qu'il oui, faut, hein. oui, oui. Ah non, mais clairement. Mais c'est juste que, est-ce que j'ai vraiment envie de le voir champion je sais pas. Je parle d'un point de vue spectacle, là, Ouais, pour le ouais, coup, hein, d'un point de vue j'ai sportif, l'impression hein, qu'on verra en Kalaev champion à un moment ou un autre. Ouais, ouais, ouais. Mais Bah, tu sais, pour honnêtement, de moi, ce que j'ai hein, vu, franchement, de tout ce que j'ai vu là, de la KT, eh ben, je vois Jamal Hill au-dessus en vrai. Il est même contre compliqué, Pereira, et même contre Pereira. écoute, on verra. On verra. Après, à voir comment il revient, hein. Mais franchement, de ce que j'ai vu, ça peut être un sacré combat contre Pereira. Ce sera un duel de boxeurs. Ouais. On verra. En tout cas, ça nous fera de quoi parler dans les prochains épisodes. Bon, en tout cas, j'espère que cette UFC vous a plu autant qu'à nous. Là, il y a un petit moment avant le prochain UFC numéroté, donc Décembre, c'est ouais, ça? donc ça va nous 16 faire décembre, il me semble. je crois que c'est ça, ouais. Ça va nous faire une petite pause sur les analyses pronostiques. On va bien sûr vous suivre toujours avec les restons connectés hebdomadaires. Mais ça va nous faire un petit peu de, voilà, de recul. Je sais que vous avez loué le fait qu'on soit très, très présent ces derniers temps, mais ça demande beaucoup de travail, effectivement. Donc ouais, ça va nous permettre voilà, de faire une petite respiration avant de nous relancer, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de combats à analyser encore à partir de décembre. Donc ouais, on va respirer un petit peu. Après, c'est pas dit qu'on se permette pas d'analyser un ou deux combats si le cœur nous en dit, surtout qu'il y a des Français qui vont arriver, notamment Nassourdine, hein, qui va combattre contre Dolidze. Ouais, à Donc c'est l'UFC. possible. Après, il y a même ce qui peut être intéressant. Moi, après, je sais pas si on peut trouver les combats facilement, mais la triple ceinture de Salah, ça peut être intéressant à analyser. Ça peut être intéressant à analyser, mais tu l'as dit, faut-il trouver les combats? C'est Parce ça, que voilà, c'est ça. c'est. Alors, juste, ouais, voilà, des fois, vous nous demandez effectivement d'analyser
des combats, c'est pas qu'on veut pas, c'est que pour analyser, il faut avoir du contenu. Comme que pour Zebo Doumbé, en fait, par exemple, Zebo, on n'avait rien du tout, du tout, du tout. Il n'y avait aucun combat, à part le fait, la vidéo qui tournait en boucle où il cassait la cage avec comment il s'appelle Karim Gadji. Sinon, il n'y avait rien d'autre. Donc, on peut pas inventer ce qu'on ne voit pas. Donc voilà, on verra ça. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à nous poser vos questions pour l'UFC, n'importe quoi, pour le Restons Connectés qui va arriver. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à mettre les 5 étoiles sur les plateformes de podcast, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Si le cœur vous en dit, on a aussi, j'ai oublié d'en parler la dernière fois, mais notre Tipeee qui sera en description. Donc, si jamais vous voulez nous donner un peu de force financière en plus de la force dans vos commentaires et dans vos likes, n'hésitez pas. Ça sera pour des projets futurs. Donc, pour l'instant, on capitalise et puis voilà, ça pourrait permettre, je sais pas moi, si on veut, j'y ai pensé aussi là, il y a pas longtemps, si on veut faire un petit peu plus de travail sur le jiu-jitsu brésilien, sur le grappling, peut-être un compte Flow Grappling, tu vois, peut-être potentiellement, tu vois, ça peut être l'occasion de s'abonner grâce à vos dons. Donc voilà, c'est juste ça. Pour l'instant, on laisse voir venir, on capitalise et on verra ce qu'on fera de cet argent par la suite. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est pas pour se payer une piscine, on n'a pas de jardin. Donc, donc ça sera pour le podcast, pour du matériel ou pour pouvoir faire de nouveaux contenus. Sachez-le, c'est vraiment pour ça. En tout cas, merci. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter. Pourquoi à nous souhaiter? Ouais, nous souhaiter aussi, mais à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.